Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss. Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique. Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur Instagram, @senscreatif_podcast. Et avant de passer à l'épisode du jour, nous remercions Patreon, sponsor officiel de cette saison 4. Comme eux, on croit dur comme fer qu'il importe de remettre les artistes au milieu de leur production et de leur permettre de gagner leur vie sans être obligés de passer par des tas d'intermédiaires. Et c'est exactement la mission que s'est donnée Patreon, permettre aux artistes de travailler sur ce qu'ils aiment et être payés en retour par les gens qui aiment leur travail. Alors comment ça marche ? C'est très simple, rendez-vous sur la plateforme patreon.com, créez un compte et commencez à fédérer votre communauté en leur proposant différents paliers pour vous soutenir financièrement en échange de contrepartie. Vous pouvez par exemple leur proposer des tutos exclusifs, des épisodes bonus de votre podcast, un accès à des rencontres ou un Discord privé, à vous d'être créatif. Donc si vous êtes artiste et que vous savez pertinemment que votre travail touche une certaine audience, mais que vous vous demandez comment monétiser votre contenu, peut-être que Patreon est la solution pour vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur patreon.com ou cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode. Et c'est parti pour notre épisode enregistré en live et en public à Nîmes Illustre. Comment ça va, Laurent ? Bah écoute, ça va très bien et ça m'a bien reposé d'aller à Nîmes. C'était vraiment sympa. On a rencontré les patates. On a vu plein d'illustrateurs, d'illustratrices. On a même vu des agents d'illustrateurs. Et c'était cool. C'était un super rendez-vous. C'est quand même un petit peu une petite mecque d'illustration. Et il y avait plein de choses à voir. On n'a pas eu trop le temps d'aller les voir. C'est clair. Mais il y a vraiment de très belles expos, dont l'expo du copain Aurélien Janet qui amène à se balader dans toute la ville pour regarder ces illustrations en réalité augmentée. Ouais, c'était une grosse retrouvaille, ça faisait très très plaisir et donc on a fait ce live et en public, c'était très cool avec Jean Mallard, Clara Debray et Lisa Mouchet pour parler de ce fameux sujet, comment développer une pratique artistique saine et préserver son bien-être pour rester productif, tout un programme. C'est un sujet vaste et large, mais j'ai passé un très très bon moment. C'était génial, franchement, c'était fluide, c'était très sympa. On était accueillis à la fabrique. On fait un petit coucou à Vanessa et Moon qui nous écoutent. Yes, et vraiment, on a passé un très bon moment dans un petit patio sous les arbres avec le chant des oiseaux. Ouais, j'aime trop l'énergie des lives. C'est vraiment un truc que j'aime vraiment faire. Merci vraiment à toutes et à tous qui êtes venus assister au live. C'était chaleureux, c'était vraiment sympa. Ouais. Alors, avant de passer donc du coup à l'enregistrement, déjà je voulais préciser un petit truc. Désolé, mais vous entendrez ma respiration. Darth Vader. Ouais, c'est ça. Petit souci un petit peu technique qu'on n'a pas réussi à régler, mais peut-être ça perturbe au début, mais après vous habituerez. Non, mais c'est pas comme le son des vagues, Jérémy, t'inquiète. C'est ça. Et avant de passer du coup à l'épisode, on a quelques petites annonces aussi à vous faire. Donc là, c'est le dernier épisode avant la pause estivale. Donc après, on fera une toute petite pause pendant l'été. Le podcast reprendra au mois de septembre. On ne sait pas encore quand exactement, mais voilà. On vous donne aussi rendez-vous le 20 août pour l'annuel apéro pique-nique Sens Créatif. Ah oui, ramenez des quiches et des chips, s'il vous plaît. Ouais, vous trouverez toutes les informations sur les réseaux sociaux en temps et en heure. Là, on ne sait pas encore exactement comment ça va se passer, mais vous pouvez déjà noter la date du 20 août. Ça sera au même endroit, Jérémy ? Je pense que je vais peut-être changer cette année. Il y a quelques personnes qui voulaient que ce soit peut-être un peu plus central à Paris. Okay. En fait, on peut peut-être le décider là. J'avais pensé au Jardin des Tuileries. Qu'est-ce que tu en penses ? Ah, j'ai peur que tu me dises le Père-Lachaise. Non, mais ouais, les Tuileries, pourquoi pas, c'est cool. Voilà, les Tuileries. Allez. On vous donne rendez-vous le 20 août pour l'apéro pique-nique. C'est toujours un grand plaisir de retrouver tout le monde. Venez nous rencontrer, venez dire bonjour à toute la communauté. C'est toujours un très, très bon moment. Et toi, Laurent, si je ne me trompe pas, je crois que d'ici quelques semaines, il va se passer un événement un petit peu spécial. Oui, un petit peu important. En fait, on va avoir un second enfant. C'est une fille. Je ne vous dis pas encore le prénom. Je réserve pour la rentrée. Elle arrivera début août. Voilà. Ouais, donc tu vas être bien occupé. Donc d'où le besoin de faire un petit break cet été. Ah ouais, c'est un peu obligé. Pour t'occuper de ce petit être cool. Bon, eh bien, sans plus attendre, on vous laisse découvrir notre épisode avec Jean Mallard, Clara Debray et Lisa Mouchet, live au festival Nîmes Illustre. Bonne écoute. Bonne écoute. Alors, on s'ambiance bien comme il faut. Voilà, vous le connaissez ce générique ou vous le connaissez pas? Voilà. Alors, bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif. Est-ce que ça va bien? Je vous entends pas, est-ce que ça va bien? Ça va bien? Merci. Voilà, alors moi j'ai une petite voix un petit peu cassée, mais on va faire comme ça, comme il faut.
Alors donc, comme je disais, bienvenue sur Sens Créatif. On est hyper content d'être là avec vous aujourd'hui. On remercie vivement Margot et toute l'équipe de Nîmes S'illustre pour cette invitation, pour cette seconde édition, comme on le disait, du festival Nîmes S'illustre. Aujourd'hui, vu que le thème du festival c'est l'animal et le vivant, on a décidé de vous proposer un épisode un petit peu contemplatif. On a choisi 3 artistes qui travaillent beaucoup le vivant, l'animal, la nature, et on a décidé d'aborder un sujet qui nous concerne tous, qui est comment développer une pratique artistique saine et préserver son bien-être pour rester productif, parce qu'au final, c'est un petit peu ça l'idée. Voilà, donc avec nous ce soir, enfin non plutôt cet après-midi, pour discuter, nous avons Jean Mallard, Lisa Mouchet et Clara Debray. Vous pouvez les applaudir. Alors pour démarrer, en fait, on aimerait bien que vous vous présentiez chacun tour à tour et que vous nous parliez un tout petit peu de votre univers en quelques mots. Si vous pouviez le définir. À toi Lisa. D'accord. Alors bonjour, je m'appelle Lisa Mouchet. Je suis à Montreuil dans un atelier partagé. Sinon, je vis à Paris. Donc moi, j'ai une production autour de l'édition à la base, surtout. Et après, de l'édition, ça m'a amené aussi à un travail de commande. Je travaille beaucoup avec mes 10 doigts. Yes. Donc au pastel sec. Ouais. Donc vraiment, j'estompe tout avec mes doigts. Je travaille sur des flous, sur la nature, mais pas que, aussi sur l'architecture. L'architecture vide et sur la maison et l'interprétation en fait des objets et des espaces de vie pour se créer en fait des personnalités. Voilà. Donc c'est à la fois l'architecture mais aussi le paysage, et là c'est plus lié moi à ma pratique parce que je fais un peu du vélo, de la marche, etc. Mm-hmm. Et de là est né différentes éditions, impressions. Voilà, parce que je travaille aussi avec différents studios, soit à Paris, à Marseille aussi. Ouais. Studio Quintal qui est à Paris. Photokino aussi, avec qui j'ai pas mal travaillé ces derniers temps. Voilà, c'est une pratique d'atelier. Notamment, j'étais invitée en fait à Nîmes S'illustre à animer un atelier avec des enfants hier. C'est vrai, ça s'est bien passé. Ouais, c'était très cool. bien, c'était très cool. Tu leur as fait faire quoi? Donc c'était un atelier sur 3 heures, et donc c'était vraiment libre d'accès, et c'était autour de la carte postale, parce que voilà, c'est le début de l'été et on a commencé un peu à envoyer des cartes postales, et pour changer un peu de la carte postale avec des chats ou des dauphins qui disent bisous de la montagne, je me suis dit allez, on peut essayer de s'inventer ces petites cartes postales à envoyer. Et c'était un atelier autour du collage, de la nature bien sûr, ouais, et de la bande dessinée aussi. Trop chouette. Trop cool. Merci, ouais. Et toi Clara? Donc moi je suis Clara, j'habite à Annecy maintenant, j'ai passé du temps à Paris avant, mais je suis rentrée dans mes montagnes natales et c'est un plaisir. Je travaille dans un atelier partagé aussi avec d'autres artistes, et je suis artiste et illustratrice, et je partage un peu mon temps entre des travaux plus personnels qui vont être guidés par ma sensibilité à la nature, à la montagne et aux personnes que je rencontre. Et ouais, c'est très présent dans ton travail. Oui, c'est important pour moi, et je pense que ma manière la plus honnête de travailler, c'est de retranscrire ces choses-là qui ont du sens au quotidien. Et donc j'alterne ce travail-là et puis un travail de commande aussi en tant qu'illustratrice. Ouais, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà. Ouais, trop cool. C'est ça. Et Jean, je crois que c'est à toi. Ouais. Oui. Salut tout le monde, moi je m'appelle Jean. Je fais du dessin depuis tout gosse, et j'ai fini les études à peu près il y a 1 an. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, punaise, moi je pensais que tu bossais depuis super longtemps en fait. Ouais, alors j'avais un peu commencé avant parce que c'était un peu compliqué la fin d'études avec tout ce qui s'est passé. Ah oui, il Mais, s'est passé un petit truc. ouais. C'est ça. T'as délayé un peu les études, quoi. J'ai un peu délayé les études, je l'avoue, aujourd'hui. Mais du coup, je suis sorti des arts déco il y a à peu près 1 an. Et je dessine donc beaucoup, principalement à la peinture à l'eau, un peu sous toutes ses formes, donc de l'aquarelle, de la gouache, de l'acrylique. Et j'essaie aussi de fabriquer mes couleurs à partir de pigments. Enfin, je suis un peu dans ce délire de faire les couleurs moi-même à l'ancienne et tout, d'aller chercher vraiment les vieilles recettes pour trouver des couleurs très précises. Donc, je suis un peu un geek là-dedans. C'est ouf ça.
Ouais, bah en fait c'est pas si dur mais ça je trouve ça fait vraiment ça donne un peu sens. Ça fait vraiment une sorte de préparation au dessin et tout. Et je fais de l'illu pour des bouquins, pour des affiches, pour un peu plein de trucs. Et à côté de ça, je fais du dessin plus personnel, donc des expos. J'ai fait une première expo qui était sur Naples, où je suis allé vivre un moment, que personne n'a vu parce que c'était pendant le Covid, donc oui, Clara l'a vu. Clara l'a vu. Ouais. Mais c'est pas grave. Et là, j'en prépare une autre sur la Sicile, donc on reste dans la même zone géographique. Une petite attirance pour l'Italie. Ouais, mais vraiment l'Italie du Sud, très précisément, vraiment ces ambiances-là. Donc j'essaie de faire plus des grands formats. Qu'est-ce que tu fais à Paris en fait? Bah je sais pas, mais j'ai tous mes amis. Il finissait ses études déjà. Ah, oui, c'est vrai, une chose à la c'est fois. déjà pas mal. Ouais. Donc voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Ok. Donc, tous les trois, le point commun, c'est que vous avez une pratique très artisanale. C'est important de le souligner à l'ère du tout digital. Hein. Et on se demandait du coup en quoi en fait cette pratique artisanale fait écho à peut-être un trait de votre personnalité. En quoi c'est très Clara, Jean, Lisa de bosser comme ça avec vos 10 doigts. Est-ce que ça vient de loin? Est-ce que c'est du hasard complet? Qu'est-ce qui vous a amené à ce choix? Qui veut commencer? Pour ma part, en fait, quand j'étais en études, j'ai vraiment pratiqué plein de choses différentes. En plus, je savais pas forcément que j'allais aller vers l'illustration. J'ai fait autant de la céramique. À un moment donné, j'hésitais même à aller plus dans le théâtre. Et en fait, au fur et à mesure, en fait, j'ai beaucoup pratiqué la sérigraphie, donc aux arts décoratifs à Strasbourg. Qui est une pratique très physique, parce qu'il y a plusieurs étapes pour obtenir l'image, quoi. Tout à fait. Et il y a une étape, en tout cas moi je passais beaucoup par cette étape, c'est-à-dire l'ordinateur. Et je faisais beaucoup de collages de dessins, je travaillais très peu des originaux. Et en fait, en sortant des arts déco, j'ai rencontré Julien Magnani, avec qui j'ai produit un livre. Des éditions Magnani. Des éditions Magnani, tout simple. Tout est lié. Et voilà, on a commencé à faire un livre ensemble et il m'a dit ça va être très simple, tu vas faire un livre et tu vas faire des images, on va les scanner ensemble et on va faire le livre. Et j'étais là, moi ça marche pas comme ça. Et en fait je me suis dit allez, c'est l'occasion, j'en avais marre de travailler sur un ordinateur et je me suis dit je vais revenir à une pratique plus liée à la main. Et il y avait quoi? Il y avait une boîte de pastel sec qui traînait quelque part j'avais commencé un peu à pratiquer et en fait au fur et à mesure je me suis plongée vraiment là-dedans. Voilà. Le plongée, c'est le terme, quoi. Ça prend tout. T'as une marque préférée? On n'est pas sponsorisé. Non, on n'est pas sponsorisé. C'est l'instant placement de Non, produit. mais c'est rigolo, j'aime bien savoir ça. Non, en vrai, j'ai plusieurs marques parce que suivant les marques, il y a ça la classe et la qualité texture qui sont pas les mêmes. J'ai essayé. On fera pas de jaloux comme ça. Ça me fait penser. Tu disais que tu essaies de faire tes couleurs, tes pigments et tout. Et à un moment donné, j'ai essayé de geeker un peu des blogs pour faire des pastels. Et c'est assez technique. Mode laboratoire. C'est du pigment pur en fait, non? J'ai l'impression. Ouais, c'est du pigment pur, mais après il y a un peu de chimie et du coup, suivant les pigments, suivant les couleurs, ça va être des dosages différents pour avoir le bon niveau de dureté. Et là vraiment, je crois que je vais me lancer dans un truc beaucoup trop chronophage. Donc voilà, j'en suis pas arrivée là. Okay. Et vous, du coup? En quoi c'est représentatif de votre personnalité, ce travail-là? Écoute, je pense que moi, la pratique effectivement de la matière est importante. Avant de travailler, parce qu'en fait, je travaille aussi au pastel, mais pas au pastel sec, au pastel gras pour le coup. Des pastels à l'huile et des pastels à la cire, donc c'est très différent. On pose pas la matière de la même manière, mais je passe aussi beaucoup de temps à estomper. C'est encore une approche un peu différente du pastel, du coup. Et en fait, avant ça, j'avais beaucoup d'affinité avec la peinture à l'huile. Ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et c'est au moment où j'ai décidé d'écrire et de dessiner une bande dessinée. Je me suis dit, je vais faire une bande dessinée en peinture à l'huile, ça va être super. Et puis, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment envisageable. Un petit peu laborieux. Voilà, un peu laborieux. Ça aurait demandé beaucoup trop de temps et même voir certaines choses qui me paraissaient pas faisables en termes de résultats que je cherchais, quoi, par rapport aux détails. Et du coup, c'est là que j'ai rencontré les pastels à l'huile et les pastels à la cire, qui sont un peu pour moi des peintures en bâton, quoi, qui me permettent d'avoir de la peinture, mais
dans des petites boîtes et à emmener partout et qui permettent aussi d'être précis et du coup il y a vraiment cette envie de travailler la matière, mais que ça soit en grand avec la peinture à l'huile ou en petit avec des pastels, il y a ce plaisir de la couleur en fait qui vient sur le papier, parce que je l'ai pas précisé, mais c'est vrai que je crois que c'est le cas de nous trois, mais on travaille vraiment beaucoup la couleur, quoi. C'est important dans chacun de nos travaux, et du coup cette couleur qui s'exprime par la matière, c'est vraiment un plaisir fou. Et pour avoir travaillé un peu en numérique, ça m'arrive de temps à autre. Il y a toujours un moment où je reviens, ne serait-ce que même si je dois produire quelque chose de numérique au final, il y a toujours un moment où il y a un passage, que ce soit au moment du croquis ou au moment des recherches de couleurs, où en fait la matière est nécessaire pour, comme si c'est pas lorsque c'est numérique et lorsque c'est pas sur le papier et par la matière, c'est comme s'il y avait un filtre entre mon cerveau et le truc, quoi. Et il y a une moins bonne appréhension de l'outil, quoi. Enfin, c'est vraiment très différent, je trouve. Il y a un truc qui me fait kiffer avec la couleur, c'est de faire vibrer des couleurs. C'est quand tu trouves une couleur qui pour faire saigner les yeux. Ouais, c'est ça qui fait saigner les yeux. Non, mais même qui dynamise la couleur qui est juste à côté, alors que si elles sont toutes seules, elles sont hyper neutres. Et ça, je trouve ça fabuleux. Moi, je trouve que c'est des instants absolument. Ouais, c'est ça. Ça m'est arrivé une fois effectivement d'utiliser une association de couleurs que j'avais pas utilisée jusqu'alors, ou en tout cas je l'avais pas remarqué, quoi, et de m'arrêter et de me dire en fait c'est ça que je vais faire maintenant, quoi. Enfin, il y a un truc qui te réveille d'un coup, et c'est comme en musique, en fait t'as quelques notes et en fait les possibilités sont absolument infinies, et la couleur, je trouve c'est un petit peu pareil. Si tu fais le spectre qui se mord la queue, hein, c'est un peu c'est ça, quoi. Toi, Jean, tu disais dans une vidéo que j'ai vue que pour toi, le dessin, il y a un aspect méditatif, que tu travailles très lentement, que ça te permet de rêver, de processer et même de poser un regard bienveillant sur le monde. Ça va jusque-là. Et... carrément. Ouais, je te parlais de ça comme un peu un antidépresseur, on va dire, naturel. Un état d'esprit, en fait, dans lequel tu es tout le temps, parce que il y a le moment où tu fais le dessin, mais il y a tout le moment avant et après où tu réfléchis au dessin que tu as envie de faire. Et du coup, quand tu penses à ça, forcément, tu regardes autour de toi et tu t'imagines comment tu as envie de dessiner le monde et tout. Et du coup, ça t'oblige à être dans un état permanent, en fait, d'attention, je disais bienveillance, parce que, je sais pas, ça te force à trouver ce qu'il y a de beau dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel lieu, chez les gens. On pourrait dire que tu redesignes le monde comme tu aimerais le voir. Ouais, en vrai, je pense qu'il y a un peu de ça. Hein. C'est forcément... Non, mais c'est un peu vrai. C'est une manière de réécrire des choses à ta sauce pour que ça te plaise plus. Ouais. Vous dirais que de base, vous êtes un peu des angoissés ou des grands optimistes ? Franchement, ça dépend les jours. Ouais. Moi, je suis plutôt optimiste. Ouais. Mais plutôt optimiste. On va dire à 70%. Ok, ouais. C'est très précis. Ouais. 73. On est sur 71 là actuellement. Non, mais je dis ça, tu sais, parce que le côté je reshape le monde à la manière que j'ai envie de le faire, c'est genre ça m'attriste, j'ai vraiment envie de le faire à ma manière, parce qu'il y a vraiment un côté hyper onirique dans vos trois univers à vous, et ça nous emmène vraiment ailleurs, quoi. D'ailleurs, vous avez un gros kiff aussi avec la nature. L'animal et le vivant, c'est un peu le thème. Et les petits oiseaux sont là pour valider les propos. Beaucoup d'entre nous, on vit souvent dans des contextes urbains. Toi, tu vis à Paname, comme nous. Mais du coup, en quelle place la nature elle a dans votre vie ? Pourquoi cette fascination ? Pourquoi la nature est... Moi, par exemple, je dessine jamais des animaux, de la nature. Mais vous, oui. Pour ma part, je pense que ça vient de vraiment quand j'étais petite. Pour le coup, j'ai eu la chance en tout cas, moi, je considère ça comme une chance. Il y aura d'autres je connais des gens qui considèrent ça plutôt comme une privation de liberté, mais j'ai grandi en montagne et en fait, c'est quelque chose qui m'est resté vraiment, quoi. La montagne est vraiment la montagne et du coup, par extension, la nature de manière générale. C'est vraiment pour moi un refuge au sens propre, dans le sens où c'est là que je me sens le mieux, quoi. C'est là que je me sens le mieux au monde. Et tu posais la question de est-ce qu'on est plutôt positif ou plutôt angoissé. Je crois que je suis plutôt positive aussi. Enfin, je suis pas nourrie par des trop grandes angoisses, bien qu'il y en a toujours qui refont surface quand on les attend pas. Mais pour autant, quand il y a des angoisses, la nature, elle a vraiment cette capacité de me ramener dans un refuge, quoi. Un cocon de bien-être et de bienveillance aussi, comme disait Jean, avec
ce partage qu'on peut avoir juste par la présence et l'observation d'un lieu naturel dans lequel il y a de la vie et auquel on peut participer ou juste assister, quoi. Donc dessiner la nature, c'est te dessiner un refuge. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Ouais. Et vous, la nature? Et toi Lisa, avec le béton de Montreuil, comment ça se passe? Il y a quelques parcs, hein. C'est chouette d'ailleurs. Ouais. Après, je bouge pas mal en vrai. Enfin, 50% de mon temps, je le passe pas à Paris. Ok. En haut de la montagne, avec les chèvres. Alors, à la base, je viens d'un pays très plat, enfin d'une région très plate. La Belgique. Non. Tout de suite. Non, une région, la région centre, vers Châteauroux, où mes parents étaient parce qu'ils sont à la retraite agriculteurs. Et après... Ah oui, donc ton enfance, tu l'as vécu autour de l'agriculture? Ouais. D'accord, ok. Ouais. Et ils exploitaient quel type d'agriculture? Exploitation céréalière. D'accord. Enfin, là-bas, faut imaginer un paysage très plat. Ouais. Et donc toi, tu connais les balades à vélo en campagne quand t'es petite, tout ça. Okay. Ouais. Ou t'es frustré parce que tu peux pas faire de roller parce qu'il y a des cailloux partout. Et voilà. Et ouais, j'ai grandi donc du coup dans ce milieu-là et je faisais beaucoup j'avais pour habitude vraiment de me balader toute seule et de faire plein de balades où je me racontais plein d'histoires. Et je pense que ça vient aussi un peu de là, même dans mon travail. Je pense que ça se ressent assez. Enfin, autant quand je dessine des paysages ou quand je dessine une architecture justement, c'est tout un travail autour de l'absence et du vide. Ouais. Et je pense que c'est pas pour rien que je suis née dans un endroit où tout est plat et c'est vraiment des champs à perte de vue avec des gros ciels. Et c'est une région qui est un peu désertée aussi. Donc voilà. Et après, je dirais, au niveau de l'optimisme. Il n'y a pas d'injonction, hein, c'était juste. Ça dépend des moments. J'avoue, peut-être en ce moment, je suis plus sur du 50-50. Ok. Voilà. Non, mais tu sais, c'est le regard de l'artiste sur sa production par rapport au monde qui nous entoure. C'est important, c'est à l'instant T, évidemment, le ressenti qu'on a par rapport au monde qui nous entoure et puis je pense que ce qui nous renvoie. J'ai aussi un peu une réflexion justement autour de la nature, de la nature aussi modifiée, parce que moi, par exemple, je pense que toi, tu viens d'un paysage justement qui a été beaucoup moins touché. Et en fait, moi, j'ai, au fur et à mesure, en grandissant aussi, pris conscience que je viens quand même d'une région où c'est des paysages construits par l'homme, pour beaucoup. Et moi, j'en avais pas forcément conscience. Quand t'es petite, tu dis, c'est la ferme, c'est la campagne. Oui, c'est ton environnement. Ouais, voilà. Et voilà, toute une réflexion un peu aussi autour de ça. Ouais. Ah, c'est fou, moi ça me rappelle aussi mon enfance que mes grands-parents habitaient à la campagne et moi j'ai ces souvenirs, tu vois, de paysages et je pense qu'en fait ils seront toujours inscrits, tu vois, toute ma vie et quand je dessine, je les mets dans mon palais mental, tu vois, j'y reviens souvent en fait. C'est important, je pense, mais voilà, je crois que j'ai... Ouais, cool. Jean, pour un parigo comme toi. Bah ouais, justement, donc la différence c'est que moi j'ai grandi en ville, donc je dirais que mon rapport à la nature il vient d'abord d'une fascination. Genre quand j'étais petit, c'était aller dans les musées voir des squelettes ou des trucs comme ça, un peu vraiment pour se casser un peu le cerveau. Et après, t'as vu une vache. Et après j'ai vu une vache, ouais. Wow. Ça m'a détruit. Je m'en suis toujours parmi d'ailleurs. Ouais. Non, il y a aussi parce que je repensais, c'est vrai que c'est vraiment un sujet qui revient tout le temps. C'est que j'ai aussi un peu de famille qui vit à La Réunion, on en parlait tout à l'heure. Ah ouais, carrément. Ouais. On penserait du coup, pas. Ça c'est la nature là-bas. Bah ouais, c'est ça. C'est que du coup j'y suis allé enfant. Et là, pareil aussi, niveau choc visuel, là vraiment ça calme. Et c'est là que vraiment tu te rends compte de ce que c'est la nature avec un grand N. Genre, c'est tes premiers souvenirs de paysages waouh qui t'ont marqué? Ouais, je pense. Je pense que c'est parmi les premiers vraiment où t'as des petites routes minuscules, tu sais pas comment elles tiennent au milieu d'une jungle de dingo. Au-dessus, t'as des montagnes, des climats qui changent à chaque minute. Et je pense que c'est de là aussi que ça vient ce truc de... Moi j'aime bien représenter des scènes de nature pas trop refuge, mais plus enveloppantes et un brin écrasantes. J'aime bien faire des scènes où en gros les humains ils sont genre des petites merdes. Ouais. c'est vrai que certains de tes dessins sont très anxiogènes. Bah ouais, alors il y a des gens qui kiffent. Je pensais le stade de Naples. Ah ouais, alors là c'est plus une foule ouais, c'est sûr, super dense. Mais ça fait une montagne. Exactement. Montagne humaine quoi. Exactement. Et du coup, il y a différents retours. Il y a des gens qui trouvent ça apaisant, d'autres ça les fait flipper. Mais moi, j'ai toujours aimé cette sensation de se sentir minuscule dans le monde. Ça m'a toujours rassuré, de me dire au pire, tout ça. Enfin, la nature est là et elle restera sous d'autres formes.
Et ça nous fait aussi relativiser. Donc j'ai toujours aimé représenter ça un peu dans le délire romantique ou dans les estampes japonaises ou les miniatures indiennes où tu as des tout petits personnages dans une nature qui les domine totalement. C'est une sensation qui me plaît bien. Et je pense qu'elle vient de là, ouais. L'être humain à sa juste place. Ouais, c'est ça. C'est aussi ramener tout le monde à sa place, ouais. Ouais. Alors, si vous le voulez bien, on va aborder le gros sujet qui est genre comment développer une pratique artistique saine et préserver son bien-être pour rester productif. Est-ce que vous avez compris la phrase? Voilà. Un avis. Allez-y. On ouvre le sujet et puis après, on surfe. Shifumi, du coup, pour qui commence. En quoi la question résonne chez vous? Bon, allez, je me relance. Moi, le plaisir, enfin, en tout cas, l'environnement que j'ai réussi à me créer, et ça compte aussi sur le fait que je sois restée aussi longtemps à Paris et à Montreuil. C'est mon atelier. Enfin, c'est un atelier partagé qui s'appelle l'atelier Commode. On est 9. Et... Tu peux les saluer si tu veux. Coucou. Coucou l'atelier. Et donc là, voilà, là, tu es en train de nous dire c'est le contact humain, quoi. Oui, clairement. Et en fait, on baigne tous un peu dans des métiers, des sphères différentes. Enfin, ça reste autour du créatif. Mais donc, il y a des designers, gens qui font de l'installation, du motif, de l'illustration aussi. Tu m'as même dit du métal. Hein. Ils ont un atelier métal. Ouais, ça, c'est Nicolas qui fait des cabines photomaton. Du coup, voilà. Dédicace à Nicolas. Donc, il y a un peu de bruit. Un peu de bruit de machine. C'est pas le bruit de la nature, mais voilà, c'est un espace un peu aussi de vie. On fait un peu des fêtes, des repas, voilà, et on partage beaucoup au sein de cet atelier. Et clairement, ça contribue beaucoup au fait que je sois à Paris. Ouais, que tu y restes. Vous travaillez aussi en atelier, vous? Oui. En arrivant, en fait, comme Jean, je suis sortie d'école il y a juste un an avant, donc il y a 2 ans. Et parce que vous le savez pas, mais ils se sont rencontrés à l'école en fait. Oui. On l'a découvert tout à l'heure. Et il se trouve qu'effectivement, il y avait un peu ce truc en sortant de l'école de dire bon bah là j'ai adoré bosser pendant mon année de diplôme tous les jours avec d'autres artistes à mes côtés et avoir cet échange là, comment garder ça quoi. Et en déménageant, en changeant de ville, en allant dans un endroit où je ne connaissais personne et mon compagnon non plus, comment faire en étant tous deux indépendants pour rencontrer du monde. C'est clair. Et du coup, c'est posé la question de chercher, y avait-il d'autres artistes qui avaient cette envie de partager un lieu? Et on a eu beaucoup de chance de trouver en arrivant 2 places dans un atelier partagé. Du coup, on est 5. On a un autre atelier en face d'une autre où ils sont 3. Et pas loin du tout, il y a encore d'autres artistes où ils sont 5-6. Et comment t'as fait pour te mettre en contact avec eux? T'as envoyé un signal dans l'univers? T'as fait comment? T'as mis une annonce sur Instagram? Non, en arrivant sur place à Annecy, il y avait une association de laquelle j'avais entendu parler autour des pratiques artistiques et créatives. Donc en fait, je suis allée les rencontrer en leur disant bah voilà, je viens d'arriver ici et je suis illustratrice et je serais ravie de rencontrer du monde qui aurait des pratiques similaires ou des envies similaires et c'est à ce moment-là que lui m'avait dit est-ce que tu envisages de bosser ailleurs que chez toi? Et j'ai dit pourquoi pas, est-ce que je suis prête financièrement, je sais pas, enfin il y avait un peu ce stress là aussi de trouver une location en plus de son chez soi. Oui, ça c'est une vraie question. Oui, c'est un budget. C'est une vraie question. Est-ce que je me lance justement dans un atelier qui va m'apporter beaucoup de choses, mais bon, on risque de, j'ai pas la thune pour l'assurer. C'était vraiment le tout début pour moi, donc j'avais un peu cette peur là. J'avais même pas passé mon diplôme encore. Enfin voilà, c'était tout début et il se trouve que il me dit bah voilà, je te dis ça parce que là il y a une place qui se libère dans un atelier. Et en fait, je me suis dit bon bah c'est trop bête, il y a une place qui se libère. Tu t'es je suis pas sûre. Ouais, j'ai écouté le truc qui me disait qu'il fallait qu'on aille rencontrer du monde et que. Mais tu t'es mise en mouvement toi-même, t'as pas attendu qu'on vienne te chercher. Non, je pense que le fait qu'il me propose à ce moment-là, ça m'a aidé à franchir le cap. Sinon, j'aurais peut-être mis plusieurs mois avant de vraiment chercher activement et j'aurais peut-être plus eu des difficultés à trouver. Parce qu'il se trouve que du coup, de fil en aiguille, bon, c'est pas dans cet atelier-là que j'ai fini, mais en rencontrant ces quelques personnes, le petit réseau a fait son travail et on a très vite trouvé un atelier.
Mais je trouve ça intéressant parce que souvent on parle le bad de quitter les grandes villes pour se dire je vais me retrouver tout seul, il y a peut-être pas de créatif, j'ai envie d'aller vers la nature, mais en fait l'humain me garde dans les grandes villes. Enfin, je sais que personnellement moi j'ai cette crainte là. Ben je la comprends, effectivement c'est pas évident et Annecy, oui, ça reste une petite ville qui est très touristique, qui a alors un super festival. Voilà, on y est allé en se disant il y a quand même le festival d'animation qui a une grosse dynamique, qui fait venir énormément de monde et qui du coup a quand même une essence créative autour de ce truc-là. En fait, à l'année, pas tant que ça. C'est comme Festival de Cannes. Le rayonnement, il se passe sur une semaine et puis le reste du temps, Annecy redevient Annecy, quoi. C'est ça. Donc il y a 2-3 studios d'anime, mais bon, je suis pas animatrice, donc voilà, ça fait pas vraiment partie de mon travail à proprement parler. Mais je pense que dans tout endroit, même s'il n'y a pas une grosse dynamique dans cette ville, il y a toujours des créatifs qui sont là, qui se cachent quelque part, ou qui se cachent pas d'ailleurs, mais on peut les trouver, ouais. Et on peut les rencontrer et c'est chouette. Et c'est même aussi petit à petit comme ça qu'on rencontre des super amis et qu'on s'ancre petit à petit dans un nouvel endroit. Mais ouais, je pense que c'est quitter une grande ville dans laquelle on a des réseaux qui sont si grands et si généreux. Parfois, c'est un peu difficile à ce niveau-là, ouais. Ouais, bien sûr, ouais. Vous avez tous les trois une pratique, donc on disait tout à l'heure, artisanale, qui prend du temps. Mais vous travaillez, donc on a compris que le dessin vous offrait beaucoup de bienfaits, que ça vous apaisait, que ça vous permettait de sortir ce que vous aviez à l'intérieur et tout. J'ai vraiment ma voix qui se casse. Mais vous travaillez aussi, voilà, vous avez des commandes, vous travaillez avec des agents, avec le milieu de l'édition, avec des galeristes, etc. Comment est-ce que vous arrivez à allier l'équilibre entre cette pratique lente et parfois les injonctions à la production que vous obligent, voilà, tous ces projets de commandes? On peut peut-être commencer par Jean, parce qu'en plus toi tu fais vraiment tu rajoutes des couches, c'est-à-dire qu'en plus t'as les études, donc enfin là j'ai non mais tu travaillais déjà en étant étudiant. Ouais, alors j'ai un peu bullshité pendant mes études, c'est-à-dire que j'ai essayé de faire passer des commandes en projet d'études. Ah, il est malin. T'as mutualisé. Ouais. Bah au final oui, mais après tout est une question de discours et tout, et finalement ça a rentré à peu près, donc mais j'avais pas le choix. Qu'aucun va. Ouais, je l'avoue, jugez-moi. Bref. Mais alors pour répondre à ta question, je vais pas faire le malin, moi je m'en sors pas si bien que ça. Okay. C'est-à-dire que je suis vraiment super lent. Je pense que c'est pas que ma pratique, c'est aussi moi. Ouais. Et j'avoue des fois c'est chaud de gérer tout. Et donc c'est beaucoup de temps. Enfin moi je sais que t'acceptes facilement plusieurs commandes en même temps. Alors, je me dis à chaque fois, cette fois, je prends plus rien. Et après, je me dis, ah ouais, mais ça, je peux pas refuser et tout. On connaît. On connaît. Et ce qui est pas une si bonne chose, parce qu'au final, tu peux, en fait, mettre tout le monde dans la galère, parce que des fois, tu vas dire oui alors que tu devrais dire non. Et au final. t'embarques les autres commandes par effet boule de neige. Donc, parfois, je pense qu'il faut arriver à dire non, même si c'est dur. Mais moi, je ne le fais pas. T'as déjà essayé de dire non? Ah oui, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Là, vraiment, est-ce que t'as réussi une fois? Un vieux non tout pourri, un non, mais peut-être en fait, et à la fin, tu te retrouves à dire oui. Un pitoyable. Ah ouais, d'accord, ok. Une grosse galère. Donc c'est pas un non, quoi. Non, c'est pas un non du tout. Ouais. Non, mais du coup, le truc, c'est que c'est vrai, je taffe beaucoup. Après, j'adore ça, mais je passe beaucoup de temps à dessiner. Et parfois même le week-end, ça m'arrive de faire mon gros no life. Après, je sais que j'adore ça, mais du coup, c'est ton besoin quand même. Ouais, c'est un besoin, mais du coup, je suis pas prêt à dire que c'est forcément sain pour tout le monde, parce que je sais que du coup, il y a des trucs que je fais pas forcément, moins de soirées peut-être des fois, moins de certains trucs. Mais pour l'instant, ça va, c'est-à-dire que pour l'instant, vraiment, ça me fait trop kiffer de faire des images où à chaque fois, je sais que j'ai donné tout ce que je pouvais, où à chaque fois, j'essaie d'aller plus loin, de toujours revisiter un peu la pratique, la technique et tout. Mais je me dis, effectivement, peut-être qu'un jour, j'en aurai un peu marre. C'est possible. Donc voilà, pour l'instant, ma solution, c'est vrai, c'est de beaucoup passer de temps. Beaucoup de temps. T'as des journées de batte comme ça où tu te dis, punaise, mais comment je vais faire? Comment je vais y arriver? Ouais, ça m'arrive. Ouais. Mais ça va, ça passe en général. C'est de temps en temps une petite journée où on est un peu face à tout ce qu'il y a à faire et on se dit, oh là là. Et dans ce cas-là, tu laisses couler?
tu laisses couler ou tu te forces à finir Ouais, ta journée? Je suis un gros laisseur. Je Ce laisse qui- beaucoup couler. ce qui est pas mal, je trouve Ouais. que c'est une bonne, Ouais. un bon move. Vous, dans les moments de bad, vous gérez comment un peu, genre pour rebondir, pour vous sortir d'un mauvais pas quand vous êtes un peu dépassé par les Sans événements. envie de tout balader. Ouais. Ça. J'en ai marre, vas-y, ça pue. Moi, je pense que j'ai besoin de sortir dans ces moments-là. Ouais. Parce que mon atelier dont je viens de vanter les mérites me plaît énormément. Mais c'est vrai que c'est un lieu quand même dans lequel je me sens un peu enfermée. C'est pas l'atelier dont je rêve avec des grandes fenêtres et de la lumière du jour direct. Je travaille sous un néon. Enfin voilà. Donc il y a un moment où quand je suis fatiguée et que mon néon m'épuise, il faut faire le choix de sortir. Et c'est presque aussi dur que de dire non à un travail de commande, quoi. C'est vachement important ce que tu viens de dire. Tu fais le choix de sortir ce que tu te dis. Ouais. Si je décide pas, je vais encore rester sur ma table à dessin. Parce que je mon atelier, connais, quoi. maintenant je connais cette capacité que j'ai à 14h de dire aujourd'hui je n'y arrive pas. Je fais quelque chose qui ne me plaît pas du tout, ça m'angoisse parce que ça n'avance pas, je suis stressée, il y a du boulot qui arrive, ma journée défile sans que j'arrive à travailler. Et je suis en train d'apprendre ce truc-là, très honnêtement, je sais pas encore très bien faire, mais je progresse, je crois. C'est lâcher prise, en fait. De dire, ouais, en fait, stop, là, il est 14h, ben en fait, ta journée, elle est finie. Va dehors, quoi. T'as la chance, en plus, d'habiter au bord d'un lac que tu adores, donc va faire un saut dans le lac, va faire du yoga au bord de l'eau et décroche. Tu culpabilises pas de partir à 14h alors que tu te dis que techniquement, on va bosser jusqu'à 18-19 Ben, justement, c'est là que réside toute la difficulté pour moi, c'est de réussir à lâcher. Et il y a des fois où j'y arrive et je m'en remercie ensuite, quoi. C'est parce que du coup, je reviens le lendemain rechargée. Enfin, vraiment, il y a ce truc-là de t'as réussi à lâcher et c'est reparti. Il faut s'autoriser. Oui, ouais, t'as ce retour si en fait de ressenti qui te valide Ouais. en fait ce Ouais. choix. Et je dirais quelque part que t'as réussi à changer tes habitudes. Et ça, je pense que c'est une clé. Je pense que c'est un super move de se dire, bah, en fait, on peut pas changer sa nature. Ça, c'est très compliqué. C'est un peu une quête sans fin. Par contre, changer ses habitudes, je pense que c'est quelque chose qui est faisable parce que c'est comme un entraînement. C'est comme si on va à la salle. Il y a une salle de sport juste à côté. Bah, si on veut avoir des muscles, faut y aller tous les jours. Et à un moment, faut changer le rythme qu'on avait, quoi. Oui. Et ouais, et je pense qu'il y a vraiment cette difficulté enfin moi je sens tous les ressorts qui se mettent en place dans mon esprit au moment où je me dis ok, il faut que je sorte. Il y a toutes les réflexes de dire non, il faut que tu bosses jusqu'à au moins 18h, de la culpabilité qui se met en marche, de dire t'as la chance de faire un métier que t'adores, comment ça se fait que t'es pas capable de travailler une journée entière, enfin. Et c'est vrai qu'en étant indépendant, on peut avoir assez vite aussi ce truc de se dire bon bah t'as la chance de pouvoir faire ce que tu veux, mais fais au moins des journées décentes, quoi. Travaille de 9h à 18h et Arrête de te plaindre, quoi. ouais, c'est ça. Et je pense que c'est une nécessité de savoir lâcher, d'autant plus que je pense qu'on a beau parfois réussir à cadrer un peu ses journées, j'ai un peu la sensation qu'on travaille tout le temps, quoi. Enfin, que c'est pas facile de vraiment lâcher. Ah ouais, non. Et du coup, arriver à s'autoriser ça, je le considère vraiment comme quelque chose qui est en cours et que j'essaye d'installer, quoi. Pour que, et ça peut me sauver de l'angoisse si j'y arrive. Ouais, c'est bon ça. Il y a des choses qui vous énervent dans votre pratique ou vous êtes en colère contre c'est ça, vous-même. ouais, qui vous mettre la haine qui vous vénère. Lisa, ça t'arrive? Vraiment au sens large. Moi, ce qui m'épuise pas mal, c'est tout l'à côté, en fait, les réponses de mails, les relances aussi, parce que Ah ouais, c'est souvent, fatigant, on c'est met fatigant. beaucoup de temps à nous payer. Peux-tu me répondre et me payer, s'il te plaît, ça fait 6 mois. Qui aime ça, levez la main. Qui aime faire ça? Voilà, je crois que c'est clair. Jean. Et après, je dis pas, des fois, c'est aussi un peu excitant. Où j'arrive à mon bureau et je me dis, ça fait très... Enfin, je sais pas, ça fait aussi un peu professionnel, voilà. J'ai mon petit planning et je réponds à des mails, voilà. Mais en fait, c'est un peu épuisant. Et puis, du coup, je sens des fois que ça me met en tension et que ça m'énerve. Et en fait, je suis là, mais détends-toi, enfin, ça va. Il n'y a pas mort d'homme. Ouais, voilà. Et après, pour rebondir aussi par rapport au temps de travail, j'avoue que moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à me dire stop. Et j'ai l'impression que même quand je vais pas travailler pour mes projets ou pour des commandes, je vais toujours trouver en fait des choses à faire. Je sais pas, j'aime beaucoup aussi cuisiner, donc je vais imaginer des banquets avec des copains. Je vais partir de Paris et puis on va aller faire d'autres projets collectifs. Et en fait, tout ça cumulé, j'ai ce truc où je m'arrête pas. Et là, j'essaye un peu aussi
de me calmer et me dire voilà, mine de rien, bah, on vieillit tous et au fur et à mesure l'énergie, faut réussir un peu à calmer les choses. Et puis aussi, ouais, pour prendre, comme disait Clara aussi, pour prendre du recul et sur son travail et puis quand on est aussi dans un processus de commande. On n'a pas le choix, il y a des deadlines. Ouais, voilà, il y a des deadlines à respecter. Et je sais que moi, en tout cas, à la base, je viens plutôt de l'édition. Et donc, c'est un travail assez à part parce que justement, ça prend du temps. Et on essaye de créer des images qui nous plaisent. C'est assez minutieux, etc. Et quand on est dans la commande, des fois, on est là, on envoie le truc et on se dit, c'est pas possible, vraiment, je déteste. Mais voilà, c'est envoyé. Puis à un moment donné, il faut aussi réussir à accepter, avoir du recul et se dire, c'est pas grave, on n'est pas obligé de faire genre l'image de l'année tous les jours. C'est vrai. C'est important ça, parce que souvent on met tellement de tripes dans on est créatif, on est déjà reconnaissant de faire ce métier et d'être payé pour ça. On a l'impression qu'on doit faire un chef-d'œuvre à chaque fois. Ouais. Et c'est une injonction de ouf en fait. Avec les... pardon. Non, vas-y, je te coupe, vas-y. Avec les réseaux aussi, en fait, mine de rien, il y a cette pression où il faut montrer notre travail et du coup, on sait soit par le biais de notre propre réseau ou le réseau, je sais pas, d'un journal ou d'une marque. C'est le visuel, il va être vu et il y a cette pression là aussi. On peut pas tout cacher. Les réseaux reviennent toujours. Genre, on a l'impression qu'on joue tous un jeu et que c'est obligatoire, mais qu'on est tous genre, ah ouais, punaise, j'ai une relation trop malsaine avec Instagram, mais pourtant je peux pas m'en passer. On en parle de ce qui est en train de se passer avec Instagram. Je pense que tout le monde a repéré qu'Instagram a un petit peu changé. Et ça, moi, je trouve c'est un super signe qu'Instagram nous envoie, c'est que ça sert à rien de s'investir comme un forcené dessus, à moins de vraiment craquer le code. C'est qu'à un moment, en fait, finalement, la plateforme elle-même, elle va changer et elle va plus correspondre en fait à nos aspirations. En fait, faut vraiment être au-dessus de. Après, c'est un outil hyper utilisé aussi par plein d'illustrateurs et illustratrices qui permettent de se promouvoir et tout. Enfin, je trouve que c'est vraiment un truc à double tranchant. Ouais, c'est à double tranchant. Parce qu'il y a plein de gens dans notre profession, on trouve du taf grâce notamment à Instagram. On peut se passer parfois des agents ou des personnes, des intermédiaires, alors qu'avant pas du tout quoi. Ouais. Donc c'est vraiment ambivalent quoi. Toi Ouais, c'est un rapport un peu schizo. Mais là-dessus, moi je reste assez cool, c'est-à-dire je sais, enfin comme tout le monde, ça rend un peu ma boule, mais maintenant j'arrive à peu près à gérer ça. Mais par contre, je milite pour le retour de Tumblr. Yes, Tumblr, punaise, ça fait longtemps que j'ai pas. Vas-y, MySpace aussi, tant que tu y es. Moi, j'adorais MySpace, c'était génial. Tout à fait. Ouais. Mais ouais, j'aimais bien. T'étais sur MySpace Oui, mais je communiquerai pas là-dessus. Ok. C'est un monde. T'as fait quel âge à l'époque? T'avais un groupe d'électro un peu chelou. Ouais, c'était les années tectoniques, donc je te laisse imaginer. On y est. Voilà. Ouais. On garde ce dossier pour un prochain. J'aimais bien Tumblr parce qu'il y avait un côté partage et purement créatif où on pouvait choisir un peu la gueule de l'interface et tout. Il y avait moins ce rapport à l'immédiateté. Et après Instagram, c'est vrai que moi j'avoue j'ai eu des commandes grâce à ça. Mais bon, là où je me rassure, c'est que faut être lucide. Je pense que ça durera pas. Enfin, comme tous ces gros trucs, à un moment, ça. Ils ont un cycle qui est finalement très. Ouais, pérenne, faut se dire, c'est pas le truc le plus important au monde. Il y en aura d'autres. Autant rester concentré sur vraiment le dessin et. Mais ça peut être fatigant de toujours devoir se renouveler. Là, je vous écoute, je me dis, mais dans 10 ans, ce sera quoi? Et si on a envie de durer dans la profession, mais genre, à quoi on va devoir s'adapter? Moi, parfois, j'ai l'impression d'être dans 2001, l'Odyssée de l'espace, tu sais, le robot qui change constamment. Et je me dis, voilà, dans 10 ans, qu'est-ce que le robot va nous faire pour que on arrive juste à faire du taf, quoi. Oui, mais c'est pour ça, il vaut mieux se dire ce qui compte finalement, ce qui restera. C'est les feuilles de papier que tu as barbouillées quand ton compte sera fermé parce que des serveurs sous l'océan auront été inondés, tu vois. Enfin, faut pas oublier ça, c'est que tout ça, ça reste des données informatiques qui n'ont aucune espèce de valeur en vrai. Enfin, je veux dire, sur le coup, ça fait plaisir, mais dans 10 ans, t'en auras plus rien à foutre que... T'es en train de faire peur à tous ceux qui ont investi dans les NFT et les crypto-monnaies. Là. Mais non, mais alors ça, arrêtons tout de suite aussi ça. Enfin, il y a des trucs rigolos, mais ça reste... je sais pas moi. Après, je suis un peu radical là-dessus, mais allez, vas-y. Mais j'y crois pas une seule seconde. Okay. Tu vois pas une seule seconde au NFT? Ah non, c'est vraiment une blague. Par contre, tout le délire méta et tout ça, c'est flippant, mais le NFT, c'est juste un truc pour amuser un peu, mais c'est drop le mic, boum. Mais non, mais c'est vrai. Enfin, et puis personne. On pourra en parler après si vous voulez. Ouais. On fera un débat. Non, mais il y a une question auquel personne pense, même pour Instagram et tout ça. C'est qu'est-ce que ça représente en termes de techniquement comment ces choses fonctionnent. Et on n'en parle pas, mais c'est quand même des choses
hyper consommatrices qui ont des besoins énormes. Et je me dis, si demain on décide de prendre des politiques autres, tous ces trucs-là, je pense clairement ça va passer à la nécessairement. D'ailleurs, les jeux vidéo en ligne, enfin plein de choses comme ça, les vidéos YouTube, tout ça explose quoi. Voilà, enfin juste du coup, je pense faut pas s'attacher à ça comme un truc vraiment important. Ça reste juste. Mais c'est intéressant parce que vous, justement, à travers votre pratique très artisanale, vous êtes vraiment ancré dans la matière, en fait, dans le vivant, on peut dire ça comme ça. Là où peut-être quand on est vraiment dans le digital, tu vois, Instagram, les NFT, tout ça, c'est digital, donc. Bah ouais. Il n'y a pas une question, c'est juste une observation. Ouais, c'est aussi pour ça, je pense que moi, je me permets d'être un peu radical là-dessus. C'est que c'est une observation que je fais après coup. C'est que tu vois, là, quand je ressors, par exemple, des vieux dessins que j'ai fait il y a 10 ans, même s'ils ont vieilli et tout, ça a beaucoup plus de valeur. Enfin, c'est là, quoi. C'est vrai, je sais que ça vieillira encore et peut-être qu'un jour, ce sera tout jauni, mais je sais pas, ce sera beau aussi, quoi. Ça a de la vraie valeur, en tout cas, pour moi, beaucoup plus que des trucs qui disparaîtront dans Internet. En parlant d'ancrage dans les moments parfois compliqués dans votre pratique, est-ce que vous avez des rituels ou un certain lifestyle qui vous permet de... Parle-nous de ton lifestyle. Ah moi, il n'y a pas de... Ma question est candide, moi je sais pas. Mais tu sais vraiment le... Ouais, moi je crois que j'ai une réputation de lifestyle. C'est quoi ton lifestyle, Clara? Moi je fais des inversions, je me mets sur les mains. Ah ouais? C'est l'upside down. Génial. C'est on est dans Stranger Things là. Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, c'est plus maintenant, c'est devenu très à la mode et c'est plus communément appelé les handstands. Donc oui, bien sûr, mais complètement. Il y a des youtubeurs qui font spécialisés là-dedans. Il y a un youtuber suisse qui est Eric Flag qui fait ça tout le temps. Ok, je connais. Mais lui, il fait pas. Alors lui, il fait pas des handstands, il fait des flags. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il se met carrément à perpendiculaire. Je ne comprends rien à ce que vous dites. Est-ce que vous pourriez... Je vais t'expliquer. En fait, moi, j'ai fait, avant de faire des études d'art, j'ai fait un parcours un peu classique. J'ai été au lycée en S. Enfin voilà, j'ai fait ça comme ça. Et j'avais par ailleurs des activités artistiques assez diverses. Et notamment, j'ai fait du cirque pendant 10 ans. Et c'est une pratique qui m'a énormément construite. Enfin, j'ai conscience que ça m'a donné beaucoup de clés de compréhension du corps, mais aussi de créativité en fait. Enfin, il y avait vraiment quelque chose de très complet à ce moment-là. Et c'est quelque chose que j'ai un peu gardé comme que j'ai un peu quitté au moment où je suis partie faire mes études d'art, mais que j'ai toujours gardé un peu comme en tâche de fond, quoi. Enfin, quelque chose qui restait. Et par la suite, ne retrouvant pas à Paris pendant mes études une manière de faire du cirque qui me plaisait comme je l'avais auparavant, je me suis mise à faire du yoga. D'abord en autodidacte parce qu'il y avait beaucoup de similitudes, beaucoup de choses qui revenaient. Et c'est par le yoga que j'ai redécouvert cette pratique du coup de handstand qui s'appelle par le cirque équilibre sur les mains et qui s'appelle par le yoga les inversions. Tu parles la tête à l'envers ou ça se passe comment? Oh, je peux parler si tu veux, ouais. Ah ouais, non, mais ok. Et en fait, c'est une posture qui... c'est marrant de vous parler de ça, du coup. Mais... Non, franchement, on t'a suivi, Voilà. Nous, on voit tes paroles, vas-y. Et du coup, c'est par le yoga que je me suis remis aux inversions. Parce que lorsque je faisais du cirque, pendant 10 ans, j'ai fait du trapèze, j'ai fait de l'acrobatie, mais j'ai pas poussé cette technique-là et j'étais pas du tout forte à ça, quoi. Et du coup, j'ai redécouvert ça à travers le yoga. Et ça m'apporte... en fait, y a des gens qui font de la méditation. Moi, j'en suis incapable. Je sais pas faire de la méditation statique. J'y arrive pas. Je pourrais le travailler, mais c'est quelque chose dont actuellement, je ne suis pas capable. En revanche, le handstand me permet vraiment cet état méditatif parce qu'il y a une concentration qui est telle pour parvenir à garder cet équilibre et il y a un engagement corporel qui est tellement fort. T'es pas en train de réfléchir. Ton cerveau, il a plus rien d'autre à faire. Mais ouais. Et ça, moi, ça me sauve un peu en vrai. C'est génial. Et c'est très bon pour le cerveau de mettre un peu la tête en bas de temps en temps. Vous devriez essayer. Et donc concrètement, tu pars par exemple pendant 5 minutes la tête en bas? Alors non, je tiens pas 5 minutes. Je pense que actuellement, sans un mur, je peux tenir 1 minute. Enfin, ça dépend de la posture. Sur les mains, je peux tenir 1 minute. Après, sur les, tu sais, il y a des postures, je sais pas si tu vois, en trépied, où t'as aussi la tête dans les mains, donc t'as aussi les avant-bras au sol, donc t'es plus stable, t'as 3 points d'appui. Ça devient technique, là. Et là, tu peux tenir plus longtemps. Et ouais, enfin, c'est des postures qui demandent une grande concentration et qui te permettent de, mais effectivement, t'as aussi la capacité de parler quand t'as la tête en bas, ouais.
Excellent. C'est faisable. Non, puis Vous, il y a un et- travail de l'équilibre global du corps parce que justement en fait comme tu dis tu perds toute cette réflexion comme tu es uniquement dans l'action en fait tu recharges ton corps en fait il se reset et du coup bah derrière tu t'es reparti quoi. Oui, et même en termes d'énergie, c'est assez impressionnant. Enfin, je sais que si je passe une journée assise à ma table de dessin et que je fatigue et que j'ai mal au dos et que voilà, et rien que prendre 30 secondes pour me mettre la tête en bas, j'ai l'impression que ça me remet. On va faire un zéro, quoi. workshop à Nimcellus l'année prochaine. C'est Avec marrant à plaisir. côté Clara j'ai l'impression d'être super gentil parce que moi je fais mes katas quand j'ai envie de bouger là. Je fais mes katas tout seul dans mon atelier. Ouais, mais c'est ça, c'est hyper. Enfin, moi, je trouve ça important de pas oublier que notre corps il nous sert pas que à dessiner quoi. Enfin en C'est tout cas vrai. moi ça fait vraiment partie de la nécessité que j'ai, c'est que je trouve vraiment moi je suis absolument fascinée par les capacités qu'ont nos corps quand même. Enfin on peut faire des trucs incroyables avec, que ça soit des dessins ou autre chose. Et ça fait vraiment partie de mon équilibre et de mon mode de vie comme tu disais de le faire bouger et de m'en servir aussi d'autres manières que par le dessin. Ah, c'est clair, parce que c'est un peu des métiers un peu mentaux, quoi. On est souvent un peu dans notre tête et tout. Jean, Lisa, c'est quoi un peu vos... Parce que j'en ai un tout petit peu juste pour parler de Wim Hof. Ah oui, Wim Hof, ouais, évidemment, voilà. bien sûr. Ouais. Donc, c'est le spécialiste du froid en fait. Il a tapé oui, des je vois. records Tu vois très il a plongé son corps en fait dans des bains glacés. Il peut tenir 45 minutes, 1 heure. Enfin, c'est des trucs hallucinants. Et Il arrive à se alors, guérir lui-même. je fais pas la méthode Wim Hof à fond, mais en fait, je prends des douches froides et c'est vrai que en termes les effets méditation, d'upside down, comme tu dis, d'inversion, mais en fait, c'est un effet de déchargement. C'est un petit peu comme si on avait notre pile et puis en fait, on décharge complètement le corps quand on prend une douche froide, ce qui est pas du tout le cas avec une douche chaude, bizarrement. Et c'est vrai que pour démarrer une journée, je trouve ça vachement bien. Quoi. Alors moi, la douche froide, j'ai essayé, mais je n'y arrive pas. C'est chaud. Enfin non, c'est froid. Ah, c'est mais- froid. C'est très chaud. Ouais. T'as fait la Mais respiration. par contre, moi, je me baigne dans le lac toute l'année. Ouais, bravo. Voilà. Magnifique. Oh là là. Mais pour autant, je ne suis pas La capable de réponse à prendre une tout. douche froide. Non, mais le lac, c'est pas mal aussi. Hein. Et j'ai analysé ça comme c'est pas du tout pareil en fait d'avoir un jet qui va n'importe où sur ton corps sans que tu le saches que de l'eau qui monte progressivement Oui, et que tu sais où tu il contrôles. arrive. Donc ça j'y arrive. Et effectivement cet effet du corps qui se décharge complètement c'est énergisant, c'est un truc de malade quoi. C'est impressionnant l'énergie qu'on peut tirer de ça. Ouais. Rituel, discipline, Quels sont tes lifestyle. rituels, Lisa? Les baignades froides aussi. Bon, moi, c'est plus compliqué parce que la mer, elle est un peu plus loin. Oui. La Tu peux Seine, la Les fontaine. lacs, voilà. La Seine, ouais. le canal de Lourdes qui est pas si loin. Ouais, c'est vrai. Une petite Nos infection, clairs. mais ça va. Au passage. C'est pas La au défense, passage. défense immunitaire, là, Ouais, du coup, c'est impec, c'est- ouais, t'es tranquille. impec. Mais en tout cas, quand je peux, ouais, je me baigne toute l'année. Et ouais, ça fait vraiment du bien. Et pareil, après, c'est plein de petites choses, du yoga aussi, notamment, du pilates. Je fais pas mal de vélo, parce que je me déplace comme Jean, d'ailleurs, on en discutait Team tout à l'heure. vélo. Team vélo, voilà. Donc, des fois, je prends mon vélo aussi, puis je pars un peu de Paris. Et puis, comme je disais tout à l'heure aussi, depuis que je suis toute petite, j'ai un peu ce truc aussi de la marche que je peux faire aussi à Paris et juste à un moment donné lâcher mon vélo et me dire là allez je vais juste aller de rue en rue et puis juste un peu vider mon cerveau. J'ai un peu du mal à faire ça. J'aime toujours penser à plein de choses, plein de projets dans ma tête. Ouais, c'est dur de déconnecter. Mais la marche, c'est bien pour ça. Moi, c'est des moments de. Tout se règle par la C'est des moments marche. de réflexion. Ouais, voilà. On marche. Toujours. Et, on n'est pas en train de produire. Voilà. Ouais. Jérémy, t'as repris le running? Moi j'ai un petit bébé donc c'est compliqué C'est quand plus tu te chaud, réveilles hein. 2-3 Ouais. fois par nuit à 6h du matin de te dire allez vas-y je vais aller courir. Mais c'est hyper important. Hein. Pour moi je suis quelqu'un de très mental et de redécouvrir vraiment cette relation au corps et moi je fais partie de ces quelques personnes qui quand ils sont allés courir j'étais genre oh c'est merveilleux oh oui bon sang j'ai envie de continuer que d'autres personnes trouvent ça vraiment compliqué au début et ça me manque énormément, ça me réaligne vraiment de courir. Mais franchement là on en parlera peut-être mais genre les bébés les enfants et tout ça vous fout une discipline par la fenêtre quoi. Ouais. Mais, Donc non je cours que de temps en temps. Mais ouais. Et quand tu cours, tu réfléchis pas trop? Ça dépend, si, ou alors je me mets des podcasts ou de la musique. Ouais, moi j'ai constaté que quand je vais courir, effectivement, si j'écoute rien,
j'ai du mal à juste écouter les oiseaux, quoi. Enfin, Ouais. Mais c'est dommage, hein. Ouais, c'est Je hyper me dis, dommage. punaise, vas-y, C'est médite hyper en dommage. courant et tout. Et puis, Mais c'est c'est une dur, nouvelle en fait. injonction. Moi, je sais que je pense énormément quand je cours et qu'effectivement, j'ai un peu, du coup, tendance à me dire, bon, allez, j'écoute un podcast, comme ça, c'est pas mon cerveau qui travaille tout seul, juste, je réagis à un truc, mais... Ouais. Mais- Ouais. Par contre, ouais, pour mon dire, moi, c'est plus quand je cours ou la danse aussi, beaucoup. Et oui, en effet, enfin, il y a toujours de la musique. Et je sais que la musique et le mouvement, c'est vraiment le moment où je lâche le plus, où je pense pas. Et dès que je peux, enfin, que ça soit dans le contexte de la fête, ou même juste être chez moi et danser, en fait, et se dire, en fait, on n'est pas obligé d'avoir bu 20 bières C'est clair. et juste Vraiment. ça, je trouve ça assez important aussi d'apprendre ça, en tout cas, enfin, pour ma part, enfin, C'est quoi la musique qui te fait danser et qui te transcende là? c'est assez éclectique, mais il y a plein de musiques différentes. Ça peut être, je sais pas, autant du rap, de la new beat que il y a une musique que j'aime beaucoup, que mes potes me mettent toujours quand c'est un peu un événement, genre un anniversaire ou quoi. C'est une musique, un remix de Schumacher où c'est des bruits de Formule 1. Génial. On va le mettre à la fin du podcast. Et parce que des fois, en fait, j'ai des moments où je suis tellement à fond que je suis à moitié au sol. Et d'ailleurs, ils ont appelé ça la technique du bêchage, voilà, où je suis limite, on a l'impression que je suis en train de bêcher la terre. Et voilà, c'est mes moments. On veut des images. Là, clairement, j'ai même pas besoin Faut le mettre sur d'avoir Instagram. bu 3 verres de vin. C'est bon, on met la musique et je suis partie. Ouais. Yes. Pour ceux et celles qui nous écoutent, si vous avez des routines super cheloues comme Lisa, n'hésitez pas à nous le dire. C'est excellent. Voilà, on est preneur. Ouais, on est preneur. T'as des routines, toi, à part le vélo? C'est le truc qui te. Je sais, on a reçu par exemple le duo sur le podcast, un super duo d'illustrateurs, illustratrices. Et je sais que lui, par exemple, il écoute, il met tout le temps une chanson, ça dure genre 10-15 minutes, c'est du classique, je crois. Et il écoute le même morceau depuis 15 ans. Tous les matins, et il se met en condition comme ça. J'ai entendu ça cette semaine. Moi, je sais que j'y arrive gens qui sont plus capables parce de mettre le même son en boucle tout le temps parce que c'est le flow. Oui, en fait, ça te met. C'est un voilà. peu ça aussi la question des rituels. C'est qu'est-ce qui vous met dans le. Moi, je sais que je n'y arrive plus depuis que j'ai 2 enfants parce que c'est genre aucun jour ne se ressemble. Mais vous, genre, est-ce que toi, tu vois, genre. Est-ce que j'ai des rituels? Pardon, le micro. Bah déjà, j'essaie de, par exemple, me lever le matin. Alors que c'est bien, c'est déjà bien. C'est déjà un rituel. Bravo. Non mais c'est con, mais par exemple avant, quand call to action. Ouais. Quand t'es en Indé, tu te dis en fait c'est cool, je peux me lever à 15h et je fais ma vie. Ah mais carrément. Et moi jusqu'à il y a très peu de temps, c'était ça, c'était je vis la nuit, chaque jour c'est un peu YOLO sur les horaires et tout. Et pas fou quand même. Non, j'avoue, et tout, c'est pas génial. À la sortie, c'était pas brillant le résultat. Et donc c'est tout con, mais déjà essayer d'avoir un rythme de vie régulier, déjà c'est pas mal. J'y arrive pas super bien, mais il y a quelques jours quand même où ça se suit. Je me lève et c'est déjà bien. T'as réagi plus vite que moi quand même, parce que moi je fais ça pendant des années. C'était naze. Non, après dans les rituels, bah, c'est plus ce qu'on parlait tout à l'heure. Vraiment, moi la préparation, par exemple, quand je prépare un dessin, en fait, avant je vais tendre ma feuille. Ah oui, tu as un tendeur de feuilles. Attends, j'ai pas compris. De quoi? Les vrais savent. Nous, on tend notre feuille avant d'attaquer la peinture. C'est-à-dire pour éviter que le papier... Mais tu fais du pixel art, toi. Qu'est-ce que tu racontes? Mais j'ai tendu. J'ai une autre vie. J'ai tendu. Ok. J'ai tendu avant de faire du pixel. Je finirai dans le pixel art. Tu sais pas. Yes. Ah, ça serait trop fou. Jean Malard qui fait du pixel art et tout. Je renonce à toutes mes convictions. Il ne te juge pas. Mais donc, c'est un délire un peu préparatoire parce que c'est vraiment des gestes qui se ressemblent tout le temps. Et c'est l'avant-dessin, c'est-à-dire que du coup, t'es pas encore dedans. Tu commences à te dire, ok, alors comment je vais faire et tout. Tu te projettes un peu. Et après, tu prépares les couleurs et tout. Donc, il y a tout ce petit sas, comme quand tu vas à la piscine, tu vois, c'est le premier bain. Tu passes dans le pédiluve, etc. Exactement. Voilà. C'est pas fou comme comparaison, mais c'est une salle d'attente si tu veux. Et voilà, c'est un peu ça, le petit rituel où tu te mets en jambes pour pas démarrer direct, parce que souvent quand t'arrives, les premiers traits, ça peut être un peu risqué, donc au moins là, t'es dans un... Et tu parlais de musique, alors j'ai un délire un peu chelou sur la musique pour le dessin. Ouais. C'est la musique ambiante, je sais pas si vous connaissez. Ah, alors c'est sûr. pas tous les jours, mais moi c'est vraiment un truc... C'est Chill Vibes sur Spotify. Non. Alors un peu, mais pas que, il y a quand même vraiment des gros délires dans ce genre-là. Et c'est de la musique en gros qui est conçue
pour t'aider à faire d'autres choses à la base. Par exemple, un des premiers grands albums connus, c'est Brian Eno qui a fait un album qui s'appelle Music for Airport. Et en fait, c'est quand les premiers aéroports ont ouvert aux États-Unis, les gens flippaient les gens des aéroports avaient peur que les gens ne viennent pas parce que ils étaient stressés d'aller dans l'air. de prendre un avion, quoi. Ils ont donc commandé à Brian Eno un album qu'ils allaient diffuser dans les aéroports pour préparer les gens mentalement. Comme quand tu diffuses de l'odeur du McDo, c'est quand tu passes à côté du resto. Quelle C'est horreur. le même principe. C'est un peu le même principe, mais c'est quand même plus stylé. C'est plus stylé. Et un peu de respect pour Monsieur Brian Eno. Et j'aime trop, c'est trop beau. Et du coup, ça vraiment pour ceux qui veulent essayer, pour la concentration, c'est incroyable. Ouais, carrément. Mais j'ai un peu la même aussi. Enfin, Ah ouais? Oui, parce que On j'écoute échangera pas nos que playlists. Schumacher. Ah ouais, dommage. Putain, je m'étais fait Non, mais une parce que je me suis image, moqué de toi, mais j'écoute du bruit aussi. Ouais. Voilà, c'est Comme les bébés pour dormir. Ouais, c'est ça, ouais. Les bébés, voilà, on peut leur faire c'est écouter ça. du bruit et on peut le transformer un petit peu, ça fait des vagues. Ouais, c'est ça te met dans un état ça un peu apaise. de... Puis aussi, ça permet, je trouve, de canaliser un peu tes pensées quand ça part trop dans tous les sens. Là, au moins, t'as un espèce de son qui te régule et t'es hyper focus sur ce que tu fais, c'est trop bien. Mais cette histoire de mise en condition, de rituel et tout, je trouve que c'est hyper intéressant, hyper important. Et une des raisons pour lesquelles on avait envie de l'aborder avec vous, outre le fait la thématique du festival autour de l'animal et du vivant, c'est notamment parce que moi je suis totalement perdu, quoi. Je vous disais tout à l'heure en off que moi à la base je suis un mec relativement discipliné. Et puis j'ai eu un enfant un peu moins, et puis j'ai eu 2 enfants, c'est parti par la fenêtre. Et ça fait 6 mois que j'ai 0 rythme. Il y a les matinées, les nuits sont chaotiques, etc. Et du coup, moi je me disais mais comment ils font, comment vous faites, parce que voilà, c'est un parcours de vie, puis il y a des éléments extérieurs qui viennent changer les choses, et comment on fait pour s'adapter. Et moi je sais que j'ai un gros manque de rythme. Enfin moi je vous raconte ma vie, mais mon second enfant n'a pas été gardé avant le mois de juin en fait. Donc depuis sa naissance en octobre, on jongle. C'est comme vous savez le confinement quand vous étiez enfermé avec vos enfants, pour ceux qui ont des enfants. Et du coup on se posait la question aussi, vous, comment est-ce que vous envisagez peut-être ou non la question des enfants par rapport à voilà votre pratique artistique, votre discipline, vos projets, comment ça s'inscrit un peu pour vous ou pas. Il n'y a pas d'obligation, c'est 2 papas qui se posent des questions à des choses. Oui, alors, ceux qui en ont pas. Celles qui en ont pas. Eh ben, oui, moi je pense que j'aurai des enfants. Je sais pas quand exactement. Et effectivement, ce que tu dis de la routine et le rythme qui disparaît, c'est un peu effrayant parce que d'autant plus que moi je suis aussi quelqu'un qui fonctionne avec une routine. Enfin, j'ai beaucoup de confort là-dedans, dans le fait d'avoir des choses qui se déroulent parfois tous les jours de la même manière, et il y a un côté rassurant et tranquillisant là-dedans. Donc j'imagine que un chamboulement pareil, et puis je l'imagine et je l'observe effectivement chez des amis qui ont des enfants, que ça peut être extrêmement dur, et qu'effectivement il doit falloir redoubler de volonté pour être capable de réinstaller quand même quelque chose pour soi. Aujourd'hui, n'ayant pas d'enfant, j'imagine assez bien que, je sais pas, j'arriverai quand même à trouver du temps pour moi. On regardera dessiner depuis son berceau et dira oh maman, qu'est-ce que c'est beau. Exactement. Moi j'imagine ça. Ouais, voilà, bien sûr. Et mais sauf que je pense que je me rends à l'évidence en observant autour de moi et en écoutant les gens qui eux ont des enfants et donc cette expérience-là. Et ouais, je pense que c'est un chamboulement qui doit être grandiose et auquel il doit falloir laisser un peu de place et probablement être capable de. Enfin, je me souhaite à ce moment-là d'être capable de faire face à l'inconnu et de me laisser guider, quoi. Enfin, de lâcher et de dire voyons comment les choses viennent, et je sais pas. C'est un grand mystère que je ne vis pas encore, donc. On refera un podcast dans quelques années. Tu nous diras, Jérémy, c'est bon. Alors, allez, on peut en discuter là. Oui, non. Alors. Oui et non, je suis pas sûre d'avoir des enfants. Et c'est vrai qu'on s'est déjà fait plusieurs fois la réflexion avec mon copain, on s'est dit, mais on le mettrait où? Enfin, autant physiquement, parce qu'on n'est pas dans un très grand appartement, et aussi dans le planning. C'est vraiment des métiers qui nous demandent énormément d'énergie, quoi. Ouais. Et puis, on bouge tous les 2 beaucoup aussi. Enfin, là, j'ai aussi commencé à
à postuler un peu à des résidences, donc je bouge aussi pas mal, donc forcément aussi cette question-là, elle est un peu bien plus compliquée. Ouais. Pareil, j'ai aussi un rythme, enfin, je me lève toujours à peu près à la même heure le matin, enfin, et j'y mets plein de choses. Enfin, souvent, j'ai l'impression que dans ma tête, en fait, dans une semaine, il y en a 2, et je cours le plus possible. Et bon, j'ai quand même des moments où ça se calme, mais c'est vrai que j'aurais un peu du mal à imaginer. Après, c'est juste, ça sera un autre temps et ça sera autre chose, et faudra un peu tout réagencer, réadapter. Mais aussi, il y a aussi la question financière qui est là, et C'est clair. où clairement, nous 3, on répond aussi à des commandes, et par exemple dans la presse, c'est des commandes des fois qui peuvent être assez courtes, donc on nous prévient une semaine à l'avance. Sauf que quand on a un enfant, j'en parlais récemment avec Marion Fayolle, qui est illustratrice aussi, et elle disait c'est très compliqué parce que en fait on t'appelle et ils disent c'en est où les avancées, et puis toi t'as ton enfant qui a faim. Ouais, c'est ça. Ah maman, il est 19h. J'avais suivi un workshop genre parentalité et illustration. C'était c'était aux États-Unis, et je me souviens, la nana elle disait qu'en gros votre deadline vous devez toujours la pousser de 48 heures en fait. Genre en 48 heures il y a aucun problème avec un enfant qui ne peut pas se régler normalement. Donc du coup c'est genre si c'est pour le vendredi vous visez le mercredi quoi. Ouais. Enfin c'est une anecdote Ouais. mais ouais. Et puis même si ça tend à bouger, mais c'est vrai que même au niveau de notre statut, c'est compliqué aussi d'avoir au niveau des congés aussi. Mm. Et donc voilà, toutes ces questions-là. Moi, à propos des congés, c'est vrai que non, mais au contraire, je crois, en étant indépendante, je l'ai toujours envisagé comme une opportunité le jour où j'ai envie d'avoir des enfants, d'avoir cette possibilité-là, de peut-être plus facilement réussir à faire de la place pour l'arrivée d'un enfant, parce que effectivement on n'aurait pas de facilité grâce à des congés, mais en même temps étant maître ou maîtresse de notre organisation et de notre planning, on peut aussi avoir cette chance parfois de faire de la place pendant longtemps pour quelque chose d'autre. Je sais pas si je me fais comprendre. Non, mais totalement, ouais. Et c'est vrai que moi je l'ai toujours envisagé plutôt comme une liberté, quoi. Le freelance, c'est le flexible, quoi. Ouais, c'est ça. Quelle chance, en fait, dans l'idée d'un jour peut-être avoir des enfants, d'avoir la liberté d'être deux. En plus, on est tous les deux indépendants, donc d'être tous les deux indépendants et de probablement réussir, enfin, je nous souhaite en tout cas, de réussir à faire de la place le moment venu pour ça, quoi. Et j'ai l'impression que, quelque part, ce statut qui est aussi inconfortable, effectivement, en raison de l'absence de congé, peut permettre quand même de prendre ce temps-là, quoi. Enfin, j'envisage aussi comme ça, ouais. Yes. C'est que moi, je voyais plus l'aspect financier dans l'aspect congé. Et oui, je suis d'accord avec toi sur le fait que on a aussi cette flexibilité, voilà, de décider à quel moment on voudrait faire un enfant. Mais voilà, c'est plus l'aspect financier et comment on peut réussir à jongler là-dessus. Et puis même quand on est un couple, on est tous les deux en freelance. Enfin, voilà, c'est un peu des questions importantes, je pense. Oui, c'est sûr. Avant de passer à la fin, Jean, le mot de la fin. Sur cette question ? Oui, et puis sur ce que tu veux. Moi, je me rappelle, j'écoutais la radio une fois, il y avait Bastien Vives, vous voyez le dessinateur là, super connu, qui disait qu'il avait réussi avec ses enfants à trouver 1 heure dans la journée où il dessinait. Et quand j'ai entendu ça, j'étais là, ah ouais, 1 heure, c'est chaud quand même, parce qu'en 1 heure, là, t'as pas le temps de tendre ta feuille, de faire tes petits pigments. Oui, mais il a 6 enfants, Bastien Vives aussi. Ah ouais, 6. Non, je sais pas. Super, on balance des infos complètement erronées. N'écoute pas, Bastien, s'il te plaît. Mais du coup, j'ai entendu ça et du coup, je me suis mis dans cette posture. Je me suis dit, ah ouais, si j'avais 1 heure de dessin par jour, effectivement, je pourrais. Tu passerais au digital, tu dirais beaucoup plus vite. Et là, je dirais plus du tout ce que je dis sur le digital. Ça m'irait très bien, le pixel art, tu vois. Peut-être au contraire qu'elle deviendrait extrêmement précieuse, cette heure de dessin. Hyper productive. Oui, voilà. Donc dans ma vie rêvée, j'aimerais trop avoir des enfants et d'ici là, j'aurais fait tellement de caillasses que je pourrais arrêter de travailler pendant 1 an et je les élèverais. Mais c'est un idéal, c'est super. Mais moi, j'y vas crois, tendre vers ça. Go life. T'as raison. Et sinon, au pire, j'adapterai mon dessin, je sais pas, mais bon, je me dis, faut voir aussi en temps réel comment les choses évoluent. Je me dis, faut pas trop prévoir. Je pense que l'enfant,
c'est quand même le truc le plus instable qui peut mais t'arriver. c'est du chaos Ouais, à c'est l'état ça. brut. Donc ça sert à rien de prévoir. Tu De sais toute pas façon, comment, de toute tu sais façon, pas quel tout- sera son caractère, Ouais, tout comment sera, il va changer ta vie. Moi. Bah ouais. Ouais, voilà. Non, mais beaucoup de respect parce que dans mon atelier, il y a une de mes amies donc qui a des enfants et ouais, c'est pas la même vie. Hein. Non. Et franchement, elle en douille et elle se plaint pas du tout. Enfin, c'est beau en même temps ce qu'elle vit, mais je vois que elle est courageuse. Voilà, gros respect. Pour parler de mon expérience, moi je pense que mon fils en fait il m'a vraiment fait grandir. Et ça c'est hyper important de le dire et du coup je bosse vachement mieux maintenant qu'avant quand j'avais pas du tout de responsabilité par rapport à un être. Que tu tu vois. tournes moins en rond aussi, tu sais, le temps tu l'utilises peut-être beaucoup Le mieux temps aussi, tu l'utilises ouais. beaucoup mieux. Le centre de l'univers il se déplace parce que c'est plus toi, ça devient Ouais. ton enfance. Si c'était super égocentrique. Et pourquoi pas. Et mais en même temps, enfin tu vois, il te donne un boost de fou sur plein d'aspects. Moi je trouve que c'est ça qui est merveilleux, c'est-à-dire que vraiment toutes les angoisses que tu peux avoir, bah si t'as décidé d'avoir un enfant aussi il arrive, bah lui il va complètement redistribuer les Mais cartes. c'est clair. Et c'est pas c'est pas bien ou mal, c'est une nouvelle chose et tu t'adaptes en fait. Ouais. Et ça le fort en fait de l'être humain, c'est de savoir s'adapter. Ouais. Et puis il y a un autre truc aussi, c'est quand même quand t'as des enfants, du coup ça te replonge dans le présent de eux ce qu'ils vont vivre. En termes d'ancrage, Ouais, je veux dire, tu peux du pas coup, tester. Et il te ramène à ton enfance aussi. Déjà, et puis même Il y a après, en des grandissant, boucles. ils vont t'influencer dans Ouais. ce que toi, par exemple, des musiques que t'écouterais jamais, des films que tu irais pas voir. Henri Dess, tout ça. Non, mais c'est. Bah si, moi j'ai adoré. Genre j'ai des amis qui nous ont fait un petit livre d'Henri Dess et j'étais genre oh mon dieu et puis je suis retourné 20 ans en arrière Ouais. quoi, j'ai adoré. Non mais Jérémy est fan. Hein. Ah ouais, moi je suis fan d'Henri Dess, Ouais. j'étais pas du tout cynique. Je confirme. marche, Je ne me juge confirme. pas. Il n'est pas cynique sur le sujet. Non, mais bref, du coup, je me dis, ça peut être aussi. J'aimerais bien dans ma salle de bain faire de la musique. Je vous faire de la avais musique. prévenu. C'était le mot de la fin. Pardon. Merci. Tu l'as ajouté. Bah, c'était Jean, Clara et Lisa, messieurs dames. Merci. Alors, est-ce qu'il serait pas le temps de donner la parole à d'autres personnes? Voilà. Merci pour votre écoute. Est-ce que vous auriez une petite question à poser à nos invités ou à Laurent et moi-même? Le micro est à vous. Venez prendre le micro de Laurent ou le mien. Ne faites pas votre timide et puis c'est parti quoi. On a un petit quart d'heure ensemble encore si vous voulez. Laurent, arrête de les intimider. Assis-toi, Laurent. Assis-toi. Quelqu'un a une question? Ah, ça c'est compliqué à répondre. Il faudra réécouter l'épisode. Qui sort lundi prochain d'ailleurs. Sur toutes les plateformes. Kevin, j'étais sûr. Ça c'est une question plus que voilà, c'est ce qui m'arrive actuellement. Quand vous avez des bouchons dans les commandes où tous arrivent au même moment, comment vous faites en technique traditionnelle? Parce que moi je triche, par exemple, je fais des copier-coller d'anciens dessins et je change les couleurs, mais T'es honnête, c'est bien. mais donc comment on fait en traditionnel à ce moment-là? Alors moi je fais des plannings. Là j'ai vécu une période où j'avais 3 gros projets éditoriaux qui se... Enfin je suis encore dedans d'ailleurs, je dis j'ai vécu comme si c'était fini mais c'est loin d'être fini. Ça, dans mon planning original ça aurait dû être fini depuis une semaine mais c'est loin d'être le cas. Et je compte les dessins et j'essaye d'estimer le nombre de dessins qui rentrent par jour et je vois si ça rentre ou si ça rentre pas. En général, mes plannings sont quand même un peu optimistes. Je disais que j'étais optimiste tout à l'heure. J'ai une amie au téléphone quand je faisais mon planning qui me disait mais Clara, là tu fais n'importe quoi là, ça va pas rentrer, tu vas finir en burn-out. Je lui dis non ça passe. Il se trouve qu'il y a un des 3 projets qui m'a donné une grande liberté en prenant du retard et donc ça rentre finalement. Mais c'est vrai que c'est vrai qu'en bossant en traditionnel effectivement on a un temps long. Et c'est là que, comme disait Jean tout à l'heure, peut-être il faut qu'on apprenne à dire non, même si c'est extrêmement difficile d'être honnête avec soi-même et justement de pas faire ce planning que j'avais fait en disant oui le 24 juin j'aurai fini alors qu'en fait 7 dessins par jour c'est pas faisable en fait. Enfin il y a un moment tu vois. et ouais accepter de dire non, je pense que c'est une grande part de ce qui peut nous permettre de rentrer un peu dans nos... Enfin moi je le vois comme ça, je sais pas ce que vous en pensez mais... Bah
Ouais, bah comme vous deux, enfin aussi ce problème un peu de réussir à dire non. Enfin là, je commence parce que dernièrement, j'ai eu un peu un trop plein et puis moi j'ai une petite technique quand même, c'est parce qu'avec le pastel, soit je fais des choses très composées, précises, avec des réserves de scotch, ce qui peut être assez long. Et sauf que quand je dessine des images un peu plus floues, des choses plus abstraites, c'est plus rapide. Du coup, bah des fois quand je vois que c'est un peu le bouchon des commandes, j'essaye de faire passer que des images un peu plus abstraites. Et des fois ça passe ou ça passe pas. Ils choisissent l'autre qui va prendre 10 heures, mais Le client, il est là, il essaie de gagner du temps, là, je le vois, là. ouais, voilà. Mais voilà, j'ai un peu de mes petites astuces comme ça. Et puis voilà, il y a aussi la magie de Photoshop des fois où Photo, quoi. où on peut un peu corriger, voilà, quand il y a des petits. Parce que bon, c'est sûr que faire un original, quand par exemple on fait de l'édition, un livre, on a envie que chaque planche soit nickel. Et bah quand on fait de la commande, faut apprendre aussi à se dire bon bah c'est pas grave s'il y a des bavures, des choses qui dépassent, ça peut être retouché. Et c'est accepter un peu ça aussi, parce que je pense que c'est important en fait enfin sans rentrer dans un business plan, mais de calculer en fait combien on est payé et le temps en fait qu'on y passe. Super important, super Parce que important. vraiment au début moi j'étais là, c'est génial, déjà j'ai une première commande. 120 €, oui. Ouais, waouh. Et alors enfin une commande payée. Et parce que souvent au début, enfin en tout cas, on m'a envoyé des mails où c'était bon désolé, on n'a pas de budget, mais par contre on vous fera de la pub. Ah ouais. Et on était là. Mais j'ai toujours l'impression que c'est obligé, que c'est une blague aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est. Oh putain. Non. Et je pense que ça continue. Il y a toujours des personnes, enfin, même moi la première, quand tu sors des études et t'es étudiante, que t'es étudiante, tu te dis bon bah cool, on me donne quelque chose, ça va me faire de la pub et de la visibilité. Faudrait faire une marche, une grève contre la visibilité. Ouais. C'est genre. Mais ouais, je pense que c'est vraiment important de calculer ça. Voilà, bah je suis payée tant, donc faut que je calcule en journée, le temps de mes croquis, du façonnage, etc. Mais tu vois, moi, ce qui m'est arrivé, parce qu'on est à peu près dans le même tunnel de travail de dingo, c'est que cette année, j'ai arrêté d'être perfectionniste, mais vraiment. Et en fait, la plupart des boulots que j'ai rendus, si j'avais été mon propre boss ou mon propre DA, je me serais fait refaire le boulot 15 fois. Mais en fait, je me suis arrêté à la première intention, je l'ai rendu, c'est passé. Et en fait, ça fait un bien fou d'arrêter de rajouter en fait une couche derrière et en fait, quelque part, le temps, je le gagne comme ça. Et ça me permet de faire 4, 5, 6 commandes en même temps. Bon, je vais mourir là, mais Tout de suite. mais j'ai survécu, voilà, c'est déjà ça. Du coup, après, voilà, je me dis, au moins, quand les boulots variés, je vais me dire, tiens, il y a une plage de temps là où je peux vraiment calmer et dire non. Malheureusement, il y a un de mes boulots favoris qui vient de tomber. J'ai dit oui. Un pauvre yes man, voilà. Mais le retour aussi, enfin. Je sais que moi, par exemple, à l'atelier, quand je bloque, je fais au secours les copains et du coup, je vais sur le bureau d'à côté, la relou avec son dessin et qui vient. Est-ce que c'est beau ce que j'ai fait? Qu'est-ce que t'en penses? Oh non, et encore. juste d'avoir un regard extérieur en fait, au lieu de que son propre regard. Bon, quand je suis toute seule, je fais la relou au téléphone où j'envoie une image. Putain, moi je fais ça Qu'est-ce que tout le t'entends? temps. C'est vrai, tu fais ça? Genre? À chaque étape de mon dessin, je l'envoie et je fais alors, est-ce que c'est beau? Mais tu te fais valider par qui? C'est qui? Je vous dirai pas, la street, j'ai mes contacts. Ah, bien. Non, j'ai 2-3 personnes de confiance, c'est-à-dire je sais que si Oui, c'est pas le client là, tu nous rassures. Non, voilà, c'est pas non, le client non, que tu jamais. demandes la validation. C'est beau, là, comme ça. C'est bien. Non, ce sont des personnes de confiance. des amis très forts parce que C'est génial. ils disent aussi quand c'est claqué au sol. Ouais. Et ça Ah oui, c'est vraiment l'honnêteté de l'amitié, ça. parce que du coup, je sais que si c'est bien et qu'ils le disent, c'est que c'est vrai. Bon, après, ça fait mal quand ils te disent là, franchement, c'est pas ton meilleur dessin, c'est pas fou. Mais au moins, tu sais que tu peux leur faire confiance, donc c'est hyper bien d'avoir ça. Génial, Voilà. super tips. Donc, ouais, c'est. Faut savoir encaisser. Hein. Prendre. Ouais. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Yes, Chloé. Chloé, En termes de bien-être et d'équilibre, comment vous arrivez à gérer entre la création pure et la communication de votre art, la valorisation de votre art, le démarchage, tout ça? Enfin, comment vous arrivez à faire l'équilibre sain?
entre ces deux grandes étapes du travail. Allez. Vas-y, je veux bien commencer. Moi, j'ai une technique, c'est que je montre pas ce que j'ai fait avant que ce soit fait depuis longtemps. En gros, par exemple, quelque chose que je viens de finir, je vais jamais le montrer beaucoup et j'attends d'être vraiment passé à autre chose. Comme ça, je me dis à cette distance, et comme ça, je me dis que ce que je fais en ce moment, c'est autre chose. Et donc ça, bah, ce que les gens en pensent, du coup, je m'en fiche un peu parce que c'est pas ce que je fais maintenant. Tu vois ? Ouais, enfin, c'est un peu bizarre, mais voilà. Comment t'arrives à te détacher, ouais. Bah ouais, c'est ça, je me dis, ça c'est fini, c'est du passé. Et puis aussi, ça te permet du coup, tu regardes des vieux trucs et tu te dis, ah, ça, franchement, c'était pas mal. Ou au contraire, bon, non, ça, c'est pas fou, donc on va le ranger et plus jamais le ressortir. Et du coup, voilà, ça permet de prendre de la distance sur les critiques aussi qu'on peut en faire, sur les retours que t'espères ou pas. Et voilà. J'ai un peu la même technique. Puis ça permet aussi, je trouve, parce qu'on peut y passer beaucoup de temps sur plateforme ou refaire son site, etc. Ouais. Et du coup, en fait, maintenant, j'ai un peu ce truc où je me dis, bah, c'est pas grave, en fait, j'ai fini un projet, c'est pas grave si je le diffuse pas tout de suite. Et des fois, ça arrive qu'on nous mette la pression de l'autre côté si jamais c'est une commande et qu'ils veulent qu'on le diffuse, mais en tout cas, ça me permet de me caler un temps, je me dis, sur ma petite liste, bon, bah, en fait, allez, la semaine prochaine, je me cale un temps où je fais un peu ça, quoi. Mais pour pas aussi que ça soit oppressant de me dire, faut que tous les jours je monte des choses et. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ce que tu disais, vraiment séparer création et diffusion et mettre la création en priorité et la diffusion. C'est une C'est hyper important. C'est les saisons. Ouais. Tu te souviens de l'épisode du duo, Jérémy, où il parlait justement de charger l'image. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est fabuleux cette image-là. Explique-nous. Ouais, bah charger l'image, ça veut simplement dire quand c'est ce que t'expliquais, Jean, c'est en fait quand t'as terminé un travail, en fait, tu le laisses reposer. Ouais, c'est ça. Et en fait, il va charger du temps qui va passer, et en fait, il va prendre une valeur qui est un petit peu mystique, comme mais un plat cuisiné. exactement, c'est ça, comme un bon vin. Une marinade, voilà, tu vois, une marinade tranquille, marinade, tu l'oublies. Voilà. Ouais. Puis ça fait du bien aussi, en fait. Juste des fois, tu fais un projet et c'est comme si d'un coup tu le ressortais à un autre moment et ça le fait durer dans le temps. Mais il faut quand même être. Je pense que c'est une gymnastique quand même de réussir à se détacher du travail que tu viens de faire. Tu sais, tu t'y travailles et tu te dis genre ouais, allez, maintenant, je veux que ça pète et tout, et d'attendre un peu quelques jours avant de le montrer, ou même te dire ben non, tant pis, je le montre pas, c'est juste pour moi. Ça te protège aussi Mais de ça, tu vois, de cette espèce d'hystérie où tu veux absolument partager tout de suite. Je trouve justement du coup, t'apprends aussi à te satisfaire toi de ce que t'as fait, sans avoir besoin que tout le monde te dise ah super. T'arrives à te dire ah là je suis content et ça suffit et c'est bien, tu vois. Tu es ta propre boussole. Tu laisses pas les autres. Exactement. Et voilà. Clara, qu'en penses-tu ? Ben, je trouve que c'est des très bonnes idées tout ça. Mais non, je pense que moins que vous, j'ai moins cette capacité à laisser reposer. J'ai un peu, je pense aussi effectivement dans ce besoin de validation, je pense un peu, de dire voilà, j'ai fait un dessin, il est fini et j'ai envie qu'il y ait des gens qui le voient et j'ai envie d'avoir des avis. Et... Regarde papa, regarde maman, ce que j'ai fait. Ouais, il y a un peu de ça, et j'entends ce que vous dites et c'est vrai que ça résonne avec le fait qu'en bossant pour de l'édition en ce moment, ben c'est des temps longs. T'es obligé d'attendre, le livre il sortira dans un an et en fait c'est vrai que c'est chouette d'avoir et même d'avoir ces dessins que là j'ai terminés, je les ai mis dans un carton, je vais les poser chez mon éditeur et je vais pas les revoir pendant longtemps quoi. Et c'est vrai que ça je crois que c'est il y a du coup effectivement un rapport plus paisible. Et après par rapport à ce que demandait Chloé vis-à-vis de l'équilibre un peu entre la création et la diffusion, c'est quelque chose que je fais moins maintenant, mais que je parlais tout à l'heure de faire des plannings. Moi, je fonctionne beaucoup avec des listes et des plannings. C'est comme ça que je me rassure, je crois. Et je suis quelqu'un du matin. Le matin, je travaille efficacement, même sur des tâches qui me plaisent pas, enfin même sur des tâches ingrates. Et du coup, au départ, quand j'ai terminé mes études et que je savais qu'il fallait que j'avance, mais je savais pas trop par où. Je savais qu'il fallait que je crée et que je diffuse. J'ai coupé mes journées en deux. Je faisais de la diffusion le matin, du démarchage, de la diffusion, et de la création l'après-midi, complètement décorrélée de tout but de diffusion ou
ou de réponse à une commande ou quoi que ce soit. Et ça a été pendant plusieurs mois un rythme qui me convenait bien et qui me permettait justement de déconnecter suffisamment ces deux univers aussi simplement qu'en coupant une journée en deux, quoi. Ouais. Et en tout cas pour moi ça fonctionnait bien et c'est plusieurs fois quelque chose que j'ai conseillé à des amis en leur disant mais en fait parce qu'on se retrouve tous dans cet enfer du démarchage de dire mais quand est-ce que je vais réussir à faire du démarchage et comment, ça fait peur, on lance des bouteilles à la mer, c'est un côté désespérant. C'est vrai. Et le fait de le couper en deux, vraiment moi ça m'a sauvé, quoi. C'était pour moi une bonne manière de faire. Ça l'est peut-être pas pour tout le monde. Ah non, mais c'est la tienne. Ça me super. convenait en tout cas comme ça, quoi. Excellent. Une dernière question. Lila. Dans nos métiers, c'est difficile de décrocher quand on est indépendant. On a tendance à penser beaucoup au travail, même quand on prend des vacances. Et je me demandais, vous, de votre côté, est-ce que vous arrivez vraiment à vous mettre à vous-même et à vos clients des limites par rapport à ça pour garder vraiment des moments hors travail de déconnexion? C'est une bonne question. Moi, je prends des week-ends. Mais c'est vrai. Et en fait, j'ai commencé à instaurer les week-ends parce qu'en fait, en étant étudiant, les week-ends, ça n'existe pas trop parce qu'en fait, on a du travail le week-end parce que la semaine suivante arrive et il y a des choses à montrer. Et j'ai commencé à mettre en place les week-ends, ce merveilleux concept. Au moment, moi j'adore. Non mais c'est énorme. Moi-même, je fais pas, quoi. J'étais plus libre de m'organiser tel que je voulais parce que ma seule deadline, elle était à la fin de l'année. Donc, j'avais cette possibilité de faire ce que je voulais. Je bossais sur une bande dessinée et je travaillais de 8h à 20h du lundi au vendredi. Et samedi, dimanche, je ne faisais rien qui concernait cette bande dessinée. Je faisais plein d'autres trucs parce que j'avais envie de faire d'autres trucs. Mais t'étais dans le week-end, t'étais quand même ta tête dans la BD ou t'arrivais à déconnecter? J'étais assez surprise de voir que j'ai réussi à déconnecter. Ouais. Après, je pense que c'est aussi c'est pendant la période de production que j'ai réussi à déconnecter. Pendant la période d'écriture, j'en étais incapable. L'écriture, je pense que ça dépend effectivement du type de travail sur lequel on est. Et pendant ces périodes-là, effectivement, l'écriture, elle est en tâche de fond en permanence tant que c'est pas établi. Là, j'étais sur une phase de production où mon storyboard était fait, mes dessins préparatoires étaient faits, j'avais plus qu'à faire la couleur. Et c'est un peu plus un travail méditatif, un peu plus un travail de moine copiste. Carrément. Et ça me permettait de décrocher les week-ends. Et je pense que ces temps de décrochage étaient aussi l'occasion de laisser le cerveau papillonner et rebondir sur ce qui viendrait ensuite aussi. Donc quelque part, il y avait un nouveau travail qui se met en place à ce moment-là, mais décorrélé de ce qui est vraiment produit au présent. Et du coup, il y a vraiment cette sensation de déconnexion, je trouve. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye de conserver. Et j'y arrive pas trop mal à garder des week-ends. Voilà. C'est bold. Mais après, moi, je t'ai connu aux Arts Déco, t'étais déjà un peu comme ça. Franchement, la classe, beaucoup d'admiration. Très organisée. Ouais, je suis organisée, c'est vrai. Ça fait partie des choses... Non, mais du coup, ça marche vraiment avec toi, donc c'est admirable. Non, mais c'est vrai que la discipline, c'est important. Moi, je suis anti-discipline. Hein. Je fonctionne avec le chaos tout le temps et j'ai des amis qui sont ultra disciplinés et c'est vrai que je pense que leur santé de créateur, d'artiste est quand même plus fiable que la mienne, quoi. Bah ouais, c'est vrai que du coup, tu peux vraiment après te dire bon bah là j'ai fini, donc maintenant j'arrête et je fais. C'est ça en fait. Ta journée, elle peut être même finie même à 11h si t'as bien bossé tout le matin. En fait, t'as le reste de la journée pour faire tout ce qui te plaît, qui est pas vraiment du turbin. T'es discipliné, toi, Jean? Pas du tout. Ok. Mais pour revenir à ta question, alors quand même, faut bien séparer les commandes du dessin pur, parce que quand même, c'est deux trucs différents. Et ouais, les commandes, j'arrive vraiment à faire des pauses totales, à plus du tout y penser. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est justement quand je pars en vacances, c'est plus un retour au dessin, même à l'ancienne, tu vois, carnet, croquis, des trucs qu'au final tu fais plus trop quand vraiment tu fais que de l'illustration. Et donc je déconnecte pas du dessin, mais j'y retourne en mode puriste à l'ancienne, et ça j'aime trop. Ouais. Ouais, je comprends complètement ce truc-là, effectivement, de tu vois, je me souviens effectivement quand je bossais sur ma BD, effectivement le week-end j'avais mon carnet de croquis, quoi.
Et sauf que il y avait pas effectivement cette connotation du cerveau de travail, parce que il y avait pas de pensée, d'arrière-pensée. C'est le dessin pur pour le plaisir du dessin, et qui est un bon moyen lui-même de déconnecter effectivement. Moi, je déconnecte, mais d'une autre manière. Schumacher. Non, là, c'est plus culinaire. Ah yes. Et voilà, la c'est cuisine, ouais. vrai truc pour déconnecter. Et la cuisine et les copains. Enfin, en fait, juste je pars, pas forcément des week-ends, mais ça peut être en semaine aussi. Mais voilà, j'ai la chance d'avoir soit de la famille ou des copains qui ont un peu genre des endroits un peu magnifiques comme ça, un peu reculés, et des espaces où juste il y a une cuisine d'été ou d'hiver, et on est au milieu de nulle part, et voilà, et juste le rythme, c'est se dire qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui, et Ouais, le temps il s'arrête à l'instant présent, quoi. ouais, parce que j'ai vraiment profites. du mal à déconnecter. C'est vrai que j'ai pensé au projet et tout, mais j'aime bien ça aussi, hein. C'est pas une souffrance au quotidien, mais le fait aussi d'être en couple. J'habite en couple depuis peu, et en fait lui, donc, il est pas illustrateur, on n'a pas le même métier, et donc il a la capacité de déconnecter beaucoup plus, et en fait ça m'aide énormément, parce que à un moment donné, il m'a dit, mais en fait, tu travailles du lundi au dimanche. À un moment donné, ce serait cool d'être. Ah ouais, c'est non-stop, donc il te sert de diapason. Ouais, parce qu'il y a une période aussi, quand je suis arrivée à Paris, j'avais un mi-temps, donc du lundi au mercredi. Et après, le reste du temps, donc, j'avais pris un atelier. Et pour moi, déjà, j'étais là, bon, financièrement, c'est quelque chose de lourd. Je me suis dit, du mercredi au dimanche, faut que je taffe. Et donc, c'est une période un peu intense. Et après, il m'a appris aussi à dire, à un moment donné, faut réussir à déconnecter et à faire autre chose. Boum. Merci Lisa, merci Clara, merci Jean. Merci à vous trois. Merci C'était à vous formidable. tous. Vous pouvez les applaudir. Merci. Merci. C'était notre épisode avec Jean Mallard, Clara Debray et Lisa Mouchet, live au festival Nîmes s'illustre, et c'était très très cool. J'ai beaucoup aimé me replonger dans cette ambiance. N'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux, vous allez voir leur univers, il est complètement dingue. Ah ouais, vraiment. Très très beau, et si vous êtes fan d'illustration à la main, que c'est trop votre cam, vous allez vous en prendre plein les yeux. Et si vous aimez la nature, c'est 2 balles combo. Exactement. Alors, une petite résolution pour l'été. Moi, si j'étais vous, je rejoindrais le Patate Club sur Patreon, ou du moins, ce serait peut-être une résolution pour l'été. Si vous avez envie de préparer votre rentrée, si vous avez envie de vous connecter avec une bonne communauté créative. Ouais, ça pourrait être une arrivée en douceur au sein de la communauté, ça pourrait être pas mal du tout. Surtout qu'après, vous allez voir, il y a plein de choses à partager, plein de gens à rencontrer. On fait des connexions très très rapides. Et voilà, on félicite toutes les patates qui mettent du cœur à l'ouvrage justement pour que la communauté elle soit au top. Donc peut-être une chose à faire cet été. N'hésitez pas à partager cet épisode avec vos amis, à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci d'avance. À nous suivre sur Instagram et à vous abonner à notre newsletter. On va peut-être pas être trop présent cet été, mais en tout cas, à la rentrée, on a des tonnes d'idées. On va vous tenir au courant. La rentrée, on a un petit peu gonflé à bloc. On vous en dit pas plus, mais il y aura des petites nouveautés. Donc ça va être cool. On remercie comme d'hab Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Et sur ce, on vous donne rendez-vous, comme on vous le disait tout à l'heure, le 20 août pour l'apéro pique-nique Sens Créatif à Paris. Jetez un petit peu les réseaux sociaux. On va sûrement créer une page Facebook. Il y aura sûrement une petite annonce sur Instagram pour, comme on vous l'a dit, ce sera aux Tuileries. Notez la date. Et puis on revient surtout au mois de septembre avec plein de nouveautés, comme tu disais. En attendant, ce que vous pouvez faire, c'est écouter tous les épisodes que vous avez loupés de la saison ou des saisons précédentes, ou alors les épisodes favoris, vous pouvez les réécouter. Et puis du coup, vous pouvez nous envoyer vos commentaires. On vous fait des bisous, et sur ce, on vous dit, on vous souhaite un très très bel été. Ouais, profitez bien, reposez-vous. Et en attendant, restez créatifs, et surtout, n'oubliez pas, Everything is connected. Alors, on est bien ça. On va la refaire. Elle est bien. Voilà. Everything is connected. Moi, j'aime toujours bien quand on n'est pas synchro. Bon, allez, on vous fait des bisous et on vous souhaite un très bel été. Bye bye.
0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's!